Sa main attrapa son poignet juste au moment où le contrôleur cria « En voiture !» Clara Whitmore se tenait, figée, sur le quai en bois. Son billet pour Philadelphie était serré dans son autre main. Sa seule valise en cuir était posée à ses pieds. Toute la ville de Redditch semblait la regarder. La voix d'Ethan Cole perça le sifflet du train. « Ne montez pas dans ce train. Donnez-moi juste une chance. » Elle avait été renvoyée, humiliée, laissée sans rien. Le train signifiait la sécurité. Le train signifiait l'abandon. Ses yeux contenaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur le visage d'un homme. Pas de la possession, pas de la pitié, juste un désespoir sincère. Si vous voulez voir comment la décision de Clara change tout, abonnez-vous à cette chaîne et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Le conseil scolaire s'est réuni à 3 heures un mardi. À 3h15, la carrière d'enseignante de Clara Whitmore à Red Ridge, dans le Montana, était terminée. Elle se tenait dans le bureau exigu au-dessus du magasin général. 5 hommes en costume sombre la dévisageaient. On aurait dit qu'elle avait commis un meurtre et non qu'elle enseignait l'arithmétique de la même manière à toutes les enfants de sa classe. « Mademoiselle Whitmore, » dit le conseiller Porter, sa moustache frémissant d'une satisfaction à peine dissimulée. « Vos méthodes sont inappropriées. J'enseigne la lecture, l'écriture et les mathématiques, » dit Clara. Sa voix resta calme, mais ses mains tremblaient contre sa jupe. « Le même programme que vous avez approuvé. Vous enseignez aux garçons Henriksen aux côtés de leur sœur, » l'interrompit un autre membre du conseil. « Vous autorisez les enfants chinois à s'asseoir au premier rang. Vous, j'enseigne à des enfants, » le coupa Clara. « C'est pour ça que vous m'avez engagé. » Porter se leva, sa chaise raclante le sol. « Nous vous avons engagé pour maintenir l'ordre et la bienséance. Pas pour imposer vos idées de l'Est à des familles de la frontière qui savent mieux que ça. » « Des idées de l'Est, » répéta lentement Clara. « Comme l'alphabet, comme défier l'ordre naturel des choses. » Les mots restèrent suspendus dans l'air poussiéreux. Clara sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas se briser, mais se fracturer. Le long d'une ligne qui se formait depuis son arrivée à Red Ridge 6 mois plus tôt, elle était venue avec son diplôme d'enseignante de Philadelphie et la certitude que la frontière avait besoin de femmes instruites. Elle s'était trompée sur ce que la frontière voulait. « J'ai défendu Anna Liang quand Bobby Pritchard l'a insultée, » dit Clara doucement. « J'ai dit à la classe que dans ma salle de classe, chaque enfant mérite le respect. Si c'est un motif de renvoi, alors je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire. » Le visage de Porter se rubéfia. « Vous avez embarrassé le père de Bobby devant toute la ville. Silas Pritchard est l'un de nos citoyens les plus respectés. Il possède la scierie. »« Cela ne lui donne pas raison, » l'interrompit Clara. « Cela le rend puissant, et vous, mademoiselle Whitmore, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. » Le silence qui suivit était comme une noyade. Clara rassembla ses quelques affaires, un abécédaire, une boîte de craie, son diplôme d'enseignante roulé dans un tube en cuir, et sortit du bureau sans un mot de plus. Les escaliers menant à la rue semblaient s'étirer à l'infini. Au moment où elle atteignit le bas, elle entendit les membres du conseil rire. Elle avait dépensé toutes ses économies pour le voyage vers l'Ouest. Ses parents l'avaient reniée quand elle avait refusé d'épouser Frederick Ashmore, le fils d'un banquier aux mains douces et au regard encore plus vide. La dernière lettre de sa mère avait été brève. « Tu as fait ton choix. Ne reviens pas pleurer chez nous quand la frontière t'aura dévoré. » Clara se dirigea vers la pension de famille où elle louait une petite chambre pour 3 $ par semaine. Madame Henderson, la propriétaire, l'accueillit à la porte. « J'ai entendu, » dit Madame Henderson, sans méchanceté, mais sans chaleur non plus. « Le loyer est dû vendredi. »« Je serai partie d'ici là, » dit Clara. Dans sa chambre, elle compta l'argent qui lui restait. 11,40 $, assez pour un billet de train vers l'Est avec peut-être 2 $ restantes. Elle s'assit sur le lit étroit et fixa le mur, essayant de décider ce qui faisait le plus mal. Le renvoi lui-même ou le fait qu'elle l'avait vu venir et n'avait rien fait pour l'arrêter. Elle savait que défendre Anna Liang lui coûterait cher. Elle savait que refuser de séparer les garçons et les filles pendant les cours de mathématiques susciterait des plaintes. Elle savait tout cela et elle l'avait fait quand même, parce que l'alternative était de devenir le genre d'enseignante qui regarde les enfants et voit des catégories au lieu d'esprit. Mais le savoir ne rendait pas la douleur moins vive. Clara fit sa valise. Cela ne prit pas longtemps.
Elle était arrivée avec si peu. Le train pour l'Est partait le mercredi matin à 9 heures. Elle acheta son billet le mardi soir à un employé qui lui rendit la monnaie avec une lenteur exagérée, comme si elle pouvait s'enfuir avec une pièce de 500 de plus. Quand elle sortit du bureau de la gare, le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de la couleur du sang séché. Mademoiselle Whitmore. Elle se retourna. Ethan Cole se tenait à quelques pieds de là, son chapeau à la main. Elle l'avait vu en ville, un ouvrier de ranch qui travaillait sur la propriété des Cole au nord de Redditch. Silencieux, les épaules larges, et en quelque sorte à part des autres cow-boys qui dépensaient leur salaire en whisky et en jeux de cartes. Il avait assisté à la soirée d'automne à l'église où Clara avait été présentée à la moitié du territoire et aussitôt oubliée par la plupart. Tan l'avait invité à danser une fois. Elle avait dit oui. Il avait été étonnamment gracieux pour un homme qui passait ses journées à cheval. Et quand la musique s'était terminée, il l'avait remerciée et s'était éloigné sans essayer de profiter de son avantage. Elle avait repensé à cette danse plus d'une fois dans les mois qui avaient suivi. « Monsieur Cole, dit-elle maintenant, essayant de garder sa voix stable, j'ai entendu ce qui s'est passé. » Il tourna son chapeau dans ses mains, l'air mal à l'aise. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'est fait. Ce n'est pas juste. Beaucoup de choses ne sont pas justes, Monsieur Cole. Ça ne les change pas. » Il la regarda longuement, et Clara eut le sentiment troublant qu'il pouvait voir à travers son calme étudié, jusqu'à la peur brute qui se cachait en dessous. « Vous partez, dit-il. Ce n'était pas une question. Demain matin, vous retournez à Philadelphie. Je n'ai nulle part où aller. Vous pourriez rester ici. » Les mots étaient calmes, mais ils frappèrent Clara comme un coup physique. Elle recula même d'un pas. « Rester ici ?» répéta-t-elle. « La ville vient de me faire comprendre très clairement qu'elle ne veut pas de moi. Le conseil scolaire ne parle pas pour tout le monde. Il parle pour tous ceux qui comptent. Ils ne parlent pas pour moi. » Clara sentit quelque chose de dangereux s'animer dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Elle l'écrasa immédiatement. « J'apprécie le sentiment, Monsieur Cole, mais je ne peux pas rester à Red Ridge sans emploi. Et personne ne va engager l'enseignante gênante qui a embarrassé le conseil scolaire. Il y a d'autres travaux. Comme quoi, cuisiner, nettoyer, faire la lessive. » L'amertume dans sa voix la surprit. « Je ne suis pas venu dans l'Ouest pour frotter des planchers. » « Je sais. » La voix d'Ethan était douce. « Vous êtes venu pour enseigner, et vous êtes sacrément doué pour ça. Comment le sauriez-vous? Je vous ai observé avec les élèves après l'église. La façon dont la fille Hendrickson vous regarde, comme si vous aviez décroché la lune. La façon dont le jeune Tommy Patterson a enfin appris à lire parce que vous vous êtes assise avec lui tous les jours après l'école, même si son père ne vous a jamais payé en plus. Les gens remarquent ces choses, Mademoiselle Whitmore, même si le conseil scolaire ne le fait pas. » La gorge de Clara se serra. « Ça n'a plus d'importance. Ça a de l'importance pour moi. » « Pourquoi? » La question sortit plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu, mais Ethan ne broncha pas. « Parce que j'ai passé toute ma vie à regarder de bonnes personnes se faire écraser par de mauvaises, » dit-il doucement. « Et j'en ai assez de rester silencieux pendant que ça arrive. Alors parlez à la prochaine réunion de la ville. Dites-leur qu'ils ont tort. Mais je serai dans un train d'ici là, donc ça ne m'aidera pas beaucoup. » Elle regretta les mots dès qu'ils sortirent de sa bouche. Ethan ne méritait pas sa colère, mais il l'absorba sans se plaindre. Il resta juste là, tournant son chapeau dans ses mains, comme s'il essayait de résoudre un problème difficile. « Et si vous aviez une raison de rester? » demanda-t-il finalement. « Quelle raison pourrait... » Moi, le seul mot glaça Clara sur place. « Vous? » répéta-t-elle lentement. « Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que je ne suis qu'un ouvrier de ranch avec plus d'ambition que de bon sens. Mais je vous demande de me donner une chance. De donner une chance à ça. Ne montez pas dans ce train demain. Restez à Red Ridge. Laissez-moi vous faire la cour comme il se doit. Et si après quelques mois vous voulez toujours partir, je vous achèterai moi-même un billet et je vous souhaiterai bonne chance. » Clara le dévisagea, son cœur battant la chamade contre ses côtes. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie. Monsieur Cole, Ethan, s'il vous plaît. » « Ethan, dit-elle, son nom semblant étrange sur sa langue. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. Je sais que vous êtes courageuse.
Je sais que vous êtes intelligente. Je sais que vous avez défendu ce qui est juste même quand ça vous a tout coûté. C'est plus que ce que la plupart des gens font. Ce n'est pas assez pour construire une vie. Peut-être pas, mais c'est un début. Clara avait envie de rire. Elle avait envie de pleurer. Elle avait envie de l'attraper par les épaules et de le secouer jusqu'à ce qu'il comprenne à quel point c'était ridicule. Un homme avec qui elle avait dansé une fois, à qui elle avait parlé peut-être une demi-douzaine de fois, lui offrant une raison de rester dans une ville qui venait de la rejeter. Mais sous l'absurdité, elle sentit autre chose. Quelque chose qui la terrifiait plus que la condamnation du conseil scolaire ou la déception de ses parents ou le long voyage de retour vers une ville où elle n'avait jamais eu sa place. Elle sentit une possibilité. « Je ne peux pas, dit-elle, mais sa voix vacilla. « Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas besoin d'être sauvée. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne régler mes problèmes. Je suis venu dans l'Ouest pour prouver que je pouvais me débrouiller seul, et j'ai échoué. Retourner dans l'Est préserve au moins une certaine dignité. » « Retourner ne préserve rien, » dit Ethan, sa voix soudainement féroce. « Ça veut juste dire qu'ils ont gagné. Les gens à l'esprit étroit qui ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres préjugés. Ils réussissent à chasser la meilleure enseignante que cette ville ait jamais eue. Et vous, vous passerez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu se passer si vous aviez été assez courageuse pour rester. Je suis courageuse. Alors prouvez-le, restez. » Ils se tenaient à 1 mètre l'un de l'autre dans la rue poussiéreuse, la dernière lumière s'estompant dans le ciel. Quelque part, un chien aboya. Une porte claqua. Les bruits normaux d'une ville de la frontière s'installant pour la nuit. Clara regarda le visage d'Ethan. Le regarda vraiment. Elle y vit du désespoir, oui, mais pas le besoin désespéré de posséder qu'elle avait vu dans les yeux de Frederick Ashmore quand il l'avait demandé en mariage. C'était différent. C'était un homme qui voyait quelque chose qui valait la peine de se battre et qui refusait de le laisser filer sans au moins essayer. « Si je restais, dit-elle lentement, ce ne serait pas parce que vous me l'avez demandé. Ce serait à mes conditions. » Quelque chose comme un soulagement vacilla sur le visage d'Ethan. « Quelles que soient les conditions que vous voulez. Je trouve mon propre travail. Je ne dépends de vous ni de personne d'autre pour ma survie. » « D'accord. Si je change d'avis, si je décide que c'était une erreur, vous me laissez partir. Pas de dispute, pas de culpabilité, pas d'essai pour me convaincre du contraire. D'accord. Et nous faisons ça correctement. Pas d'attente, pas de supposition. Vous me faites la cour comme un gentleman et nous verrons où ça mène. Mais je ne fais aucune promesse. Je ne voudrais pas que vous en fassiez. » Clara prit une inspiration tremblante. « Alors, je suppose que je dois demander un remboursement au chef de gare. » Le sourire qui illumina le visage d'Ethan fut comme un lever de soleil. « Merci, dit-il doucement. Ne me remerciez pas encore. Je pourrais encore ruiner votre vie. Je prendrai ce risque. » Cette nuit-là, Clara resta éveillée dans sa chambre de pension, fixant le plafond et se demandant si elle venait de prendre la décision la plus courageuse de sa vie ou la plus insensée. Le mercredi matin arriva. 9 heures sonnèrent et passèrent. Le train pour Philadelphie partit sans elle. Clara se tenait dans le salon de la pension, sa valise à ses pieds et l'argent de son billet remboursé dans sa poche, se sentant à la dérive. Madame Henderson avait accepté de la laisser rester une semaine de plus, mais après cela, elle devrait trouver du travail ou un autre endroit où vivre. La porte s'ouvrit. Ethan entra, l'air un peu nerveux. « Je n'étais pas sûr que vous resteriez vraiment, » admit-il. « Moi non plus. Le regrettez-vous? Demandez-moi dans une semaine. » Il sourit. « C'est juste. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être commencer par un petit déjeuner. Il y a un café en bas de la rue. » « Je ne peux pas me permettre des petits déjeuners au café, monsieur. »« Ethan, et c'est moi qui invite. Cela viole notre accord. Je ne dépends pas de vous. Vous vous souvenez? C'est un petit déjeuner, pas une hypothèque. Pouvons-nous appeler ça de l'hospitalité amicale? » Clara se sentit sourire malgré tout. « Je suppose que c'est acceptable. » Ils marchèrent jusqu'au café ensemble, et Clara sentit tous les yeux de la ville les suivre. Elle pouvait presque entendre les chuchotements. L'enseignante déchue et l'ouvrier de ranch, comme c'est prévisible, comme c'est pathétique. Mais quand ils s'assirent et qu'Ethan l'interrogea sur ses méthodes d'enseignement, lui demandant sincèrement
Comme s'il voulait comprendre pourquoi elle avait structuré ses leçons de cette façon, Clara se mit à parler, à vraiment parler, d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis son arrivée à Redditch. Je voulais qu'ils se voient comme des égaux, expliqua-t-elle. Pas comme des garçons et des filles ou des enfants de ranchers et des enfants d'immigrants, juste comme des élèves apprenant ensemble. Ça me semble logique, dit Ethan. Le conseil scolaire a appelé ça radical. Le conseil scolaire pense que tout ce qui a été inventé après 1850 est radical. Clara rit, et ce fut comme se libérer de quelque chose. Ils parlèrent pendant le petit déjeuner et jusqu'à la fin de la matinée. Ethan lui parla du ranch, non pas en tant qu'employé, comme il s'est avéré, mais en tant que propriétaire. Son père était mort 2 ans plus tôt, lui laissant une modeste propriété et une pile de dettes. Il avait travaillé presque jusqu'à l'épuisement pour les rembourser. Et maintenant, il construisait lentement quelque chose de plus grand. Je veux créer un endroit où les gens sont traités équitablement, dit-il. Les ranchers qui travaillent pour moi reçoivent des salaires décents et des jours de congé. Les familles peuvent construire des maisons sur mes terres si elles le souhaitent. Personne ne se fait bousculer à cause de son origine ou de ses croyances. Ça semble coûteux, dit Clara prudemment. Ça l'est, mais certaines choses en valaient le prix. Elle étudia son visage et y vit le même idéalisme têtu qui lui avait valu son renvoi. Cela aurait dû l'inquiéter. Au lieu de ça, elle se sentit moins seule. « Je dois trouver du travail, dit-elle brusquement. Du vrai travail, pas la charité. Avez-vous des suggestions? Ethan réfléchit. La plupart des endroits ne vous embaucheront pas. Pas après ce qui s'est passé avec le conseil scolaire. Je sais, mais il y a quelqu'un qui pourrait ne pas s'en soucier. Qui? Madame Leang, la grand-mère d'Anna. Elle dirige une blanchisserie avec sa fille, et elles sont toujours à court de personnel. C'est un travail difficile, mais honnête. Clara se souvint d'Anna, la silencieuse et brillante Anna, qui s'était assise au premier rang et avait absorbé chaque leçon comme si elle mourait de faim de savoir. La fille dont la défense avait tout coûté à Clara. Me parlera-t-elle seulement? Demanda Clara. Après ce qui s'est passé, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ils se dirigeaient vers le quartier chinois de la ville, un ensemble de petits bâtiments du côté est de Red Ridge que la plupart des habitants prétendaient ne pas exister. La blanchisserie occupait une étroite devanture de magasin, d'où s'échappait de la vapeur par les fenêtres. Madame Liang répondit au coup d'Ethan. Elle était minuscule, les cheveux blancs, avec des yeux qui semblaient voir à travers le calme soigneusement entretenu de Clara. « Monsieur Cole, dit-elle, son anglais accentué mais clair, qu'est-ce qui vous amène ici? Madame Liang, voici Mademoiselle Whitmore. Je sais. Elle se tourna vers Clara. Vous avez enseigné à ma petite fille. Oui, madame, jusqu'à hier. J'ai entendu ce que vous avez fait, prendre la défense d'Anna, perdre votre poste à cause de ça. Clara se prépara au rejet. Je suis désolé si j'ai causé. Ne vous excusez pas d'avoir fait ce qui est juste. Il y en a bien peu dans ce monde. Madame Liang l'étudia longuement. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai besoin de travail. Ethan, Monsieur Cole, a suggéré que vous pourriez avoir besoin d'aide. J'ai besoin d'aide tous les jours, mais la plupart des gens ne veulent pas se travailler ici. Ils pensent que c'est en dessous d'eux. Je me fiche de ce que les gens pensent. Vous devriez vous en soucier un peu. Ça rend la vie plus facile. J'ai essayé de rendre la vie plus facile. Ça ne me convenait pas. Quelque chose qui aurait pu être de l'approbation vacilla sur le visage de Madame Liang. Le travail est dur. Vos mains se fendilleront et saigneront. La vapeur brûle. Vous sentirez le savon et la sueur. Quand est-ce que je commence? Madame Liang sourit. Un vrai sourire, chaleureux et inattendu. Demain matin, 5 heures. Le cœur de Clara bondit. Merci, merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. La première semaine est un essai. Si vous ne pouvez pas suivre, vous êtes renvoyé. Je suivrai. Alors qu'il retournait vers la pension, Clara sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. De l'espoir mêlé à un but. Merci, dit-elle à Ethan. Je n'ai rien fait. Vous avez tout fait. Il la regarda, et Clara vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. Mais il se contenta de toucher son chapeau et de dire « Je vous verrai demain soir si vous n'êtes pas trop fatigué. Je prendrai le temps. » Cette nuit-là, Clara resta de nouveau éveillée. Mais cette fois, au lieu de se demander si elle avait fait une erreur, elle planifiait, pensait,
imaginait un avenir qui n'impliquait pas de monter dans un train pour retourner à l'échec. Red Ridge l'avait rejeté, mais Clara Whitmore n'avait pas fini de se battre. 5 heures arrivèrent plus vite que Clara ne l'avait prévu. Elle arriva à la blanchisserie dans l'obscurité, ses mains déjà froides malgré le temps doux d'octobre. Madame Liang l'attendait, la vapeur s'élevant déjà des énormes cuves de lavage dans l'arrière-salle. « Vous êtes à l'heure, dit Madame Liang. C'est plus que ce que la plupart réussissent à faire. » La première journée de Clara dura 14 heures. Ses bras brûlaient d'avoir soulevé des draps mouillés. Ses mains se fendillèrent à cause du savon à la soude. La vapeur rendait la respiration semblable à une noyade. Et à midi, elle s'était si gravement brûlé le poignet gauche que Madame Liang avait dû l'envelopper dans un tissu propre. « Vous pouvez partir, dit Madame Liang sans méchanceté. Il n'y a pas de honte à admettre que ce n'est pas pour vous. » Clara plongea une autre charge de linge dans l'eau bouillante. « Je ne pars pas. » À la fin de la semaine, elle avait appris à suivre le rythme du travail. Laver, essorer, étendre, repasser, plier, livrer. May, la fille de Madame Liang, travaillait à ses côtés sans beaucoup parler, mais Clara surprit la femme la regarder avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Le samedi soir, Ethan vint la raccompagner à la pension. Les cheveux de Clara pendaient, humides de sueur, sa robe trempée, ses mains à vif et saignant par endroits. « Vous avez l'air terrible, dit-il. « Merci, c'est exactement ce que chaque femme veut entendre. Je veux dire, vous avez l'air épuisé. Êtes-vous sûr que c'est... » « Ne finissez pas cette phrase, l'interrompit Clara. « Je vais bien. Vos mains saignent. Elles le guériront. » Ils marchèrent en silence un moment, puis Ethan dit doucement, « Vous n'avez rien à me prouver. Je ne vous prouve rien, je me le prouve à moi-même. » Il hocha lentement la tête. « C'est juste, mais peut-être, laissez-moi vous offrir à dîner. On dirait que vous n'avez pas mangé aujourd'hui. » L'estomac de Clara gargouilla, la trahissant. « D'accord, mais je vous rembourse la semaine prochaine. Nous nous disputerons à ce sujet plus tard. » Autour d'un ragoût et de pain au café, Clara se permit enfin de se détendre. Tout son corps lui faisait mal, mais c'était une douleur honnête, le genre qui vient du travail, pas d'être renvoyé ou diminué. « Madame Liang a dit que je pouvais rester, » dit-elle à Ethan. « Un poste permanent si je le veux. C'est une bonne nouvelle. C'est un travail brutal, mais c'est le mien. Vous avez l'air presque heureuse. » Clara réfléchit. « Je crois que je le suis. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Philadelphie, je fais quelque chose qui compte vraiment. Ces vêtements que je lave, ils appartiennent à des mineurs qui en ont besoin propre pour l'église du dimanche, à des femmes de rancher qui n'ont pas le temps de le faire elles-mêmes. Madame Liang sert des gens que le reste de cette ville ignore. Et maintenant, j'en fais partie. Le conseil scolaire ne sait pas ce qu'il a perdu en vous laissant partir. Le conseil scolaire n'admettra jamais qu'il a fait une erreur. Probablement pas, mais les erreurs ont des conséquences, qu'ils l'admettent ou non. 3 semaines après avoir commencé son nouveau poste, Clara commença à remarquer des schémas. L'entreprise de Madame Liang fonctionnait bien, mais elle était petite, confinée au quartier chinois de la ville et à une poignée de clients prêts à franchir cette frontière invisible. « Pourquoi ne faites-vous pas de publicité dans les camps miniers ?» demanda Clara un matin en pliant des draps. Madame Liang leva brusquement les yeux. « Les camps miniers? Il y en a 3 dans un rayon de 10 miles de Red Ridge. Ces hommes ont besoin d'un service de blanchisserie, et d'après ce que j'ai entendu, ils paient des prix ridicules pour que quelqu'un vienne une fois par semaine récupérer leurs vêtements. Ils ne feront pas affaire avec une blanchisserie chinoise. Ils le feront si nous ne la présentons pas comme une blanchisserie chinoise. Nous la présentons comme le service de blanchisserie de Red Ridge, rapide, abordable, fiable. » May arrêta de travailler. « Vous feriez ça? Prétendre que nous ne le sommes pas? » « Je ne prétends rien du tout, » l'interrompit Clara. « J'élargis votre clientèle. Le travail est le même. La qualité est la même. Nous facilitons simplement la vie des gens qui sont trop pleins de préjugés pour voir au-delà de leur propre ignorance. » Les yeux de Madame Liang se plissèrent. « Vous avez de l'expérience avec ce genre de stratégie? » Mon père dirigeait une entreprise textile à Philadelphie. Je l'ai vu manipuler des femmes riches pour leur faire acheter du tissu de qualité inférieure en les convainquant qu'il était français. S'il pouvait mentir pour le profit, je peux tordre la vérité pour la survie. Un lent sourire se dessina sur le visage de Madame Liang,
J'aime votre façon de penser, mademoiselle Whitmore. En 2 semaines, Clara avait organisé un itinéraire de livraison vers les 3 camps miniers. Elle imprima des prospectus sur du papier bon marché, blanchisserie de Red Ridge, service professionnel, prix juste, et convainquit Ethan de les distribuer lorsqu'il vendait du bétail au camp. Les mineurs répondirent immédiatement. Les commandes triplèrent, puis quadruplèrent. Madame Liang embaucha 2 autres employés. May se mit à sourire et Clara découvrit qu'elle avait un talent pour les affaires que son diplôme d'enseignante n'avait jamais révélé. Mais le succès attira l'attention. Harold Whittaker possédait la plus grande mine d'argent du territoire. Il possédait également le bureau des terres, contrôlait le conseil municipal par des pots de vin soigneusement placés et avait ses doigts dans chaque entreprise rentable à moins de 50 miles de Red Ridge. Il n'appréciait pas la concurrence qu'il n'avait pas approuvée. Clara le rencontra pour la première fois début novembre, quand il entra dans la blanchisserie sans frapper. Il était grand, bien habillé, avec un genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Mademoiselle Whitmore, dit-il, regardant l'espace de travail humide avec un dégoût évident. J'ai entendu des choses intéressantes à votre sujet. » Clara posa la chemise qu'elle repassait. « Monsieur Whittaker, à quoi devons-nous cet honneur? Je voulais juste rencontrer la femme qui fait tant de vagues, renvoyée de l'enseignement. Maintenant, elle gère des tournées de blanchisserie dans mes camps miniers. Sacrée trajectoire de carrière. Un travail honnête est un travail honnête. En effet, bien que je doive me demander, est-ce que Madame Liang sait que vous utilisez son entreprise pour vous promouvoir? Je promeus l'entreprise. Madame Liang bénéficie de chaque client que nous gagnons. Bien sûr. Le sourire de Whittaker s'élargit. Je suis sûr que vos intentions sont pures. Mais vous devriez savoir, Mademoiselle Whitmore, que certaines personnes à Red Ridge commencent à se demander si vous ne causez pas plus de problèmes que vous n'en valez la peine. Certaines personnes comme vous, comme des citoyens concernés qui apprécient la stabilité et la tradition, c'est-à-dire des gens qui profitent du fait de maintenir les autres en bas de l'échelle. Le sourire disparut. Soyez très prudente, Mademoiselle Whitmore. Red Ridge peut sembler une ville de la frontière sans foi ni loi, mais elle a un ordre social. Ceux qui perturbent cet ordre ont tendance à trouver la vie inconfortable. Est-ce une menace? C'est un conseil amical de quelqu'un qui a vécu ici assez longtemps pour savoir comment les choses fonctionnent. Il partit sans un mot de plus. Les mains de Clara tremblaient. Madame Liang sortit de l'arrière-salle. « Il est dangereux, dit-elle doucement. J'ai remarqué. Il a chassé la dernière personne qui l'a défié. Un rancher qui a essayé d'organiser les travailleurs pour de meilleurs salaires. Whittaker l'a fait arrêter pour vol de bétail. L'homme a quitté la ville avant le procès. Était-il coupable? Personne ne le sait, mais Whittaker possède le shérif, donc la culpabilité n'a pas beaucoup d'importance. Ce soir-là, Clara raconta à Ethan ce qui s'était passé. Ils étaient assis sur le porche de la pension, l'air d'automne enfin assez frais pour nécessiter un châle. « Vous devez être prudente, » dit Ethan, sa voix tendue d'inquiétude. « Je suis toujours prudente, Clara. Je suis sérieux. Whittaker ne fait pas de menaces en l'air. S'il vous met en garde, c'est parce que vous empiétez sur quelque chose qu'il contrôle. La blanchisserie? Non, son contrôle sur qui réussit dans cette ville. Il décide quelles entreprises prospèrent, quels ranchers ont accès aux contrats ferroviaires, quelles familles peuvent construire des maisons sur des terres décentes. Vous réussissez sans sa permission. Cela vous rend dangereuse pour lui. » Clara resserra son châle. « Que devrais-je faire? Abandonner? Le laisser gagner? Je ne dis pas ça. Je dis que nous devons être intelligents. » « Nous? » Ethan la regarda, son expression sérieuse. « Vous croyez que je vais vous laisser affronter Whittaker seul? Ce n'est pas votre combat. » « Bien sûr que si, vous êtes... » Il s'arrêta. « Nous sommes là-dedans ensemble maintenant, que ça vous plaise ou non. » Quelque chose dans sa voix fit battre le cœur de Clara plus vite. « Ethan, je dois vous dire quelque chose, » dit-il brusquement. « À propos du ranch. »« Quoi à propos du ranch? »« Il est plus grand que ce que j'ai laissé entendre. Mon père ne m'a pas laissé une modeste propriété avec des dettes. Il m'a laissé 3000 acres et une exploitation d'élevage qui approvisionne la moitié des ranchs du Montana. Je la développe depuis 2 ans et elle commence à générer de vrais profits. » Clara le dévisagea. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça avant? » Parce que la plupart des femmes entendent « riche rancher » et commencent à voir des signes de dollars au lieu de la personne.
Je voulais que vous me connaissiez d'abord. L'homme par la propriété. Je ne suis pas comme la plupart des femmes. Je sais, c'est pourquoi je vous le dis maintenant. Il se pencha en avant, ses yeux intenses. Je construis quelque chose de plus grand qu'un simple ranch, Clara. J'achète des terres à des familles qui sont sur le point de les perdre au profit du chemin de fer. J'offre du travail à des immigrants qui ne peuvent être embauchés nulle part ailleurs. Je crée un endroit où les gens sont jugés sur leur caractère, pas sur leur nom de famille ou leur origine. Ça semble coûteux? Ça l'est, et ça rend les gens puissants nerveux. Des gens comme Whittaker qui profitent du désespoir et de la division. Vous essayez de me prévenir que m'associer à vous fait de moi une cible encore plus grande. J'essaie de vous dire que nous menons le même combat et que nous sommes plus forts ensemble que séparés. La gorge de Clara se serra. S'agit-il toujours de me faire la cour ou de construire une alliance? Il s'agit des deux. Je ne vous mentirai pas, Clara. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce que j'essaie de faire. Quelqu'un d'assez intelligent pour m'aider à le faire correctement. Mais plus que ça, sa voix baissa. Je vous veux, vous. Pas comme une alliée ou une partenaire d'affaires. Comme la personne à laquelle je pense en me réveillant et que je me remémore en m'endormant. Et si c'est trop vite, dites-le moi maintenant, parce que je suis déjà trop impliqué pour faire semblant. Le monde sembla s'arrêter. Clara avait passé toute sa vie à se faire dire ce qu'elle devrait vouloir. La sécurité, la respectabilité, une vie tranquille comme épouse de quelqu'un et mère de quelqu'un d'autre. Personne ne l'avait jamais regardée comme Ethan la regardait maintenant, comme si elle était à la fois la réponse à une question et la question elle-même. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. « Dites que vous continuerez à me donner des chances. C'est tout ce que je demande. Vous demandez plus que ça. Peut-être, mais je suis patient. » Avant que Clara ne puisse répondre, Madame Henderson apparut dans l'embrasure de la porte. « Mademoiselle Whitmore, il y a quelqu'un qui veut vous voir. » Clara se leva, reconnaissante de l'interruption et frustrée par elle à la fois. « Qui? » Il dit s'appeler Silas Pritchard. Chaque muscle du corps de Clara se raidit. Silas Pritchard, le propriétaire de la scierie dont Clara avait discipliné le fils, dont la plainte avait déclenché la chaîne d'événements menant à son renvoi. « Dites-lui que je ne suis pas disponible. » « Je ne pense pas que ce soit sage, Mademoiselle Whitmore. Il insiste. » Ethan était déjà sur ses pieds. « Je viens avec vous. »« Non, c'est mon problème. »« Clara, s'il vous plaît. Je dois gérer ça moi-même. » Elle entra dans le salon de la pension. Silas Pritchard se tenait près de la cheminée, son costume coûteux semblant déplacé dans la modeste pièce. C'était un homme imposant, habitué à obtenir ce qu'il voulait par l'intimidation et l'argent. « Mademoiselle Whitmore, dit-il froidement, nous devons parler. Je n'imagine pas ce que nous avons à nous dire, Monsieur Pritchard. Vous avez répandu du poison sur ma famille. » Le cœur de Clara battait la chamade, mais elle garda sa voix calme. « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ne jouez pas à l'idiote. Ma femme a essayé d'engager le service de blanchisserie de Madame Liang la semaine dernière. Savez-vous ce qui s'est passé? Madame Liang lui a dit que le service était trop occupé pour prendre de nouveaux clients. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé du temps pour la famille Hendrickson et les Patterson. Chaque famille dont vous avez enseigné aux enfants, chaque famille qui vous a soutenu après votre renvoi a soudainement accès à des services que ma famille se voit refuser. Madame Liang décide quel client accepter. Je ne contrôle pas. Vous contrôlez absolument tout. » Pritchard s'approcha. « Vous utilisez cette blanchisserie comme une arme. Vous punissez les familles qui ne vous ont pas soutenu et vous récompensez celles qui l'ont fait. C'est mesquin et vindicatif, et je ne le tolérerai pas. » L'accusation flottait dans l'air, et le pire, c'est que Clara ne pouvait pas la nier entièrement. Elle avait suggéré de donner la priorité à certaines familles. Elle s'était assurée que les gens qui l'avaient défendue recevaient un meilleur service que ceux qui avaient demandé son renvoi. Elle se disait que c'était une question d'efficacité et de loyauté. Mais Pritchard venait de nommer la chose pour ce qu'elle était. De la vengeance. « Sortez de ma pension, dit-elle doucement. Pas avant que vous n'acceptiez d'arrêter cette vendetta. Je ne mène pas de vendetta. Je dirige une entreprise. Vous jouez avec les moyens de subsistance des gens. Et si vous continuez, je m'assurerai qu'Harold Whittaker sache exactement comment vous opérez. Il voit d'un très mauvais œil les gens qui manipulent le commerce à des fins personnelles. Contrairement aux gens qui le manipulaient pour le profit,
Je suis sûr que Whittaker sera choqué. Le visage de Pritchard se rubéfia. Vous n'avez aucune idée de qui vous vous mettez à dos, mademoiselle Whitmore. Aucune idée. Il partit, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Clara resta figée dans le salon, les mains tremblantes. Elle entendit les pas d'Ethan derrière elle. « Que voulait-il » demanda Ethan. « Me dire que je me suis fait des ennemis puissants. Vous le saviez déjà. Oui, mais l'entendre à voix haute le rend réel. » Elle se tourna pour lui faire face. « Ethan, peut-être que je devrais partir, aller ailleurs, recommencer là où personne ne me connaît. » « Non, vous ne comprenez pas. Si je reste, ça va empirer. Whittaker et Pritchard ne se contenteront pas de me menacer. Ils s'en prendront à Madame Liang. Ils s'en prendront à vous. Tous ceux qui vous ont aidé se tiendront à vos côtés, parce que c'est ce que font les gens honnêtes. Les gens honnêtes se font écraser par les puissants. C'est comme ça que le monde fonctionne. Pas dans le monde que je construis. » Ethan prit doucement ses mains, faisant attention à sa peau craquelée. « Vous m'avez dit une fois que vous étiez venu dans l'Ouest pour prouver que vous pouviez vous débrouiller seul. Eh bien, vous le faites. Vous réussissez malgré tous ceux qui ont essayé de vous arrêter. N'abandonnez pas maintenant parce qu'une brute a proféré des menaces. C'est plus que des menaces, je sais. C'est pourquoi vous avez besoin de gens de votre côté, des gens qui ne reculeront pas quand les choses deviendront difficiles. » Clara regarda leurs mains jointes et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas se briser, mais s'ouvrir, laissant entrer quelque chose qu'elle avait passé des années à tenir à l'écart. « Pourquoi faites-vous ça ?» murmura-t-elle. « Pourquoi vous souciez-vous autant? »« Parce que je suis en train de tomber amoureux de vous, » dit simplement Ethan. « Et je pense que vous pourriez être en train de tomber amoureuse de moi aussi. Et ça nous terrifie tous les deux, mais ça arrive quand même. Alors autant arrêter de se battre. » Les mots auraient dû l'effrayer. Au lieu de ça, ils lui donnèrent l'impression de rentrer à la maison. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit Clara. « Comment laisser quelqu'un entrer? Comment faire confiance que je ne quoi? Que je ne vous blesserai pas? Que je ne vous décevrai pas? Je ne peux pas promettre que je ne le ferai pas. Je suis humain, Clara. Je ferai des erreurs, mais je peux promettre que je n'arrêterai jamais d'essayer d'être digne de vous. » Elle l'embrassa. Ce n'était ni planifié, ni convenable, ni rien que son éducation de Philadelphie n'aurait approuvé. Mais debout dans ce salon de pension plein de courants d'air, les mains à vif à cause du travail et son avenir incertain, Clara embrassa Ethan Cole comme s'il était la seule chose solide dans un monde changeant. Quand ils se séparèrent, il souriait. « Est-ce que ça veut dire que tu me donnes une autre chance ?» demanda-t-il. « Ça veut dire que j'en ai marre de prétendre que je ne veux pas de somme. Bien, parce que j'en ai marre d'être patient. » Ils passèrent l'heure suivante à vraiment parler de ses projets pour le ranch, de ses idées pour développer la blanchisserie, du genre de communauté qu'ils voulaient tous les deux construire dans un territoire qui semblait déterminé à écraser quiconque avait une vision. Il était plus de minuit quand Ethan partit enfin. Clara monta les escaliers jusqu'à sa chambre, épuisée et exaltée, et plus effrayée qu'elle ne l'avait été depuis son départ de Philadelphie. Elle venait de faire d'elle-même une cible encore plus grande. Pritchard ferait son rapport à Whittaker. Les menaces s'intensifieraient. Mais pour la première fois de sa vie, Clara n'affrontait pas la tempête seule. Le lendemain matin, elle arriva à la blanchisserie et trouva Madame Liang qui l'attendait avec une expression sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Clara. « 2 de nos contrats avec les camps miniers ont été annulés pendant la nuit. Les superviseurs des camps ont dit qu'on leur avait ordonné d'utiliser d'autres services. » Whittaker. « Presque certainement. » La voix de Madame Liang était tendue. « C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser t'étendre si agressivement. Je savais que ça attirerait l'attention. Arrête, ce n'est pas de ta faute. C'est tel de Whittaker et nous n'allons pas reculer. Clara, tu ne comprends pas de quoi il est capable. Je comprends parfaitement. Il essaie de nous affamer, de nous rendre dépendants de sa bonne volonté, de nous forcer à plier le genou. » Clara attrapa une pile de prospectus. « Alors, nous trouverons de nouveaux clients, nous nous diversifierons, nous nous rendrons indispensables à tant de gens que Whittaker ne pourra pas nous toucher sans se faire du mal. » May s'avança. « Comment? » « En étant meilleur que tout le monde, un service plus rapide, une meilleure qualité, des prix plus bas. »
Nous rendrons impossible pour quiconque de justifier l'utilisation d'une autre blanchisserie. C'est coûteux. Alors nous travaillerons plus dur. Pendant les 3 semaines suivantes, Clara se poussa, ainsi que tout le monde, jusqu'à la rupture. Ils prirent plus de travail qu'il ne semblait humainement possible. Ils livrèrent à toute heure et par tous les temps. Ils cassèrent les prix de tous leurs concurrents jusqu'à ce que la blanchisserie de Red Ridge devienne le seul choix logique pour quiconque avait besoin de vêtements propres. Et ça a marché. L'entreprise ne s'est pas seulement redressée, elle a explosé. Des familles et des villes voisines commencèrent à utiliser leurs services. Des cheminots, des ouvriers de ranch, même certains des propres employés de Whittaker apportaient leur linge en cachette à l'entreprise de Mme Liang parce que la qualité était indéniable. Clara dormait à peine. Ses mains saignaient constamment. Elle perdit un poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Mais elle continua à pousser, car s'arrêter signifiait donner à Whittaker la victoire qu'il voulait. Ethan essaya de la convaincre de ralentir. « Tu vas t'effondrer, dit-il un soir, la regardant vaciller d'épuisement. « Je vais bien. »« Tu ne vas pas bien, tu es en train de t'épuiser. »« Mieux vaut ça que d'être épuisé par Whittaker. Clara, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Ethan, tu ne vois pas. Dès que je montrerai de la faiblesse, il gagnera. Cette ville croira que les hommes puissants écrasent toujours les gens comme moi. Qu'essayer de construire quelque chose de mieux est inutile. Je ne laisserai pas ça arriver. » Il la serra contre lui et elle se laissa aller contre lui. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » dit-il doucement. « Mais même les forts ont besoin de repos. Je me reposerai quand ce sera fini. » Et si ça ne finissait jamais? La question resta en suspens entre eux. C'est à la mi-décembre que tout a changé. Clara faisait une livraison tardive au ranch des Patterson quand elle sentit de la fumée. Elle pressa son cheval, son cœur battant à toute rompre. Au moment où elle atteignit la crête, put voir des flammes s'élever du centre de Red Ridge. L'école était en feu. Elle ne se souvint pas du trajet de retour en ville. Un instant, elle regardait les flammes consumer le bâtiment où elle avait enseigné pendant 6 mois. L'instant d'après, elle descendait de cheval devant une foule rassemblée dans la rue. La fumée était assez épaisse pour qu'on puisse la goûter. « La voilà !» cria quelqu'un. Clara se fraya un chemin à travers la foule. L'école était irrécupérable. Le toit s'était déjà effondré, les murs se déformant vers l'intérieur. Des hommes avec des seaux s'efforçaient d'empêcher le feu de se propager au bâtiment voisin, mais personne n'essayait de sauver l'école elle-même. « Où sont les pompiers ?» demanda Clara. « Occupés à protéger les bâtiments qui comptent », répondit une voix. Harold Whittaker sortit de la foule, le visage sombre, mais les yeux vifs de satisfaction. Contrairement à celui-ci. « De quoi parlez-vous? L'école compte pour tout le monde. »« L'école a été incendiée délibérément, mademoiselle Whitmore. Et nous savons tous qui est responsable. » L'accusation frappa Clara comme un coup physique. « Vous pensez que j'ai... » « Je pense que vous semez le trouble depuis votre arrivée à Red Ridge. Je pense que vous utilisez cette blanchisserie pour diviser cette ville selon des lignes ethniques. Et je pense que lorsque des gens honnêtes se sont enfin opposés à votre manipulation, vous avez décidé de riposter. C'est insensé. » « Vraiment? » La voix de Whittaker s'éleva, portant jusqu'à toute la foule. « Vous avez été renvoyé de cette école pour insubordination. Vous avez publiquement défié le conseil scolaire. Vous dirigez une entreprise qui discrimine les familles respectables tout en favorisant les immigrants et les fauteurs de troubles. Et maintenant, comme par hasard, l'école brûle la même semaine où je vous ai mis en garde sur votre conduite. » L'esprit de Clara s'emballa. « Je faisais une livraison au ranch des Patterson. J'ai des témoins. Vous auriez pu payer quelqu'un, un de vos amis de la blanchisserie chinoise, peut-être. Il ferait n'importe quoi pour vous, n'est-ce pas, vu tout l'argent que vous leur avez fait gagner. » La foule murmurait maintenant, des soupçons odieux se propageant comme la fumée qui s'élevait encore des ruines. « Harold, ça suffit. » La voix d'Ethan perça le bruit. Il apparut aux côtés de Clara, la mâchoire serrée. « Vous n'avez aucune preuve. J'ai une école brûlée et une femme qui cause des problèmes depuis des mois. C'est une preuve suffisante pour la plupart des gens. » Le shérif Morrison s'avança, la main posée sur sa ceinture de pistolet. Clara n'avait jamais fait confiance au shérif. Tout le monde savait que Whittaker le payait plus que la ville. « Mademoiselle Whitmore, » dit Morrison, sa voix empreinte d'une fausse autorité, « je vais avoir besoin que vous veniez au bureau pour répondre à quelques questions. »
Elle n'ira nulle part avec vous, dit sèchement Ethan. Ce n'est pas à vous de décider, Cole. Si quand vous agissez sur les ordres de Whittaker au lieu de preuve. Le visage de Morrison se rubéfia. Vous êtes bien protecteur envers quelqu'un qui pourrait être une incendiaire. Je suis protecteur envers quelqu'un qui se fait piéger par un homme de loi corrompu et l'homme qui paye son salaire. La foule haleta. Personne ne parlait au shérif de cette façon. Personne ne défiait Whittaker aussi ouvertement. Clara attrapa le bras d'Ethan. « Ne fais pas ça, murmura-t-elle. Tu ne feras qu'empirer les choses. Ça ne peut pas être pire que ça. » Mais il avait tort. Silas Pritchard s'avança, le visage tordu de colère. « Mon fils Bobby dit qu'il a vu des hommes chinois près de l'école hier soir vers 11 heures. Ils portaient quelque chose qui aurait pu être du kérosène. » « Bobby est un menteur qui a été puni pour harcèlement, » rétorqua Clara. « Vous feriez confiance à sa parole plutôt qu'à une enseignante renvoyée qui prépare sa vengeance? » « Oui, absolument. » D'autres voix se joignirent. Des gens à qui Clara n'avait jamais parlé. Des familles qui avaient mal supporté le succès de la blanchisserie. Des hommes qui avaient perdu des affaires quand Mme Liang avait cassé leur prix. Les accusations s'accumulèrent, chacune plus absurde que la précédente, jusqu'à ce que Clara ait l'impression de se noyer. Assez. La voix de Mme Liang retentit. La vieille femme se fraya un chemin à travers la foule, mais juste derrière elle. Clara Whitmore n'a pas brûlé cette école. Elle ne le ferait jamais. Bien sûr que vous la défendriez, l'interrompit Whittaker avec douceur. Elle vous a rendu riche, mais demandez-vous, Mme Liang, vous a-t-elle jamais dit comment elle utilisait votre entreprise? Comment elle refusait de bonnes familles chrétiennes pour favoriser ses partisans? C'est un mensonge, dit Clara. Mais sa voix semblait faible même à ses propres oreilles, car ce n'était pas entièrement un mensonge. Madame Liang la regarda et Clara vit la question dans ses yeux. Clara, j'ai donné la priorité à certains clients, des gens qui avaient été gentils quand d'autres ne l'étaient pas. Mais je n'ai jamais. Vous avez discriminé, dit Whittaker triomphalement. Vous avez utilisé le commerce comme une arme. Vous avez retourné cette ville contre elle-même. Et quand ça n'a plus suffi, vous vous en êtes pris à la seule institution qui représentait tout ce que vous prétendiez valoriser. Non, la voix de Clara se brisa. Je ne ferai jamais de mal à l'école. Jamais. Ces enfants, l'éducation qu'ils méritaient. C'est tout ce qui m'a toujours importé. Alors pourquoi est-elle en feu? Cria quelqu'un dans la foule. Clara n'avait pas de réponse. La vérité, qu'elle n'avait été nulle part près de l'école, qu'elle avait passé toute la soirée à faire des livraisons, semblait pathétiquement inadéquate face au poids de l'accusation qui pesait sur elle. « Elle doit partir, » annonça Pritchard. « Ce soir, avant qu'elle ne cause plus de dégâts. » La foule rugit de son accord. Clara sentit la mentalité de la foule prendre le dessus, la pensée rationnelle disparaissant dans la peur, la colère et le besoin humain de blâmer quelqu'un pour la tragédie. « Si elle est partie d'ici demain matin, » dit Whittaker, levant les mains pour demander le silence, « je superviserai personnellement la reconstruction de l'école, en mieux. Une institution digne des enfants de Red Ridge. » C'était une manœuvre brillante. Leur offrir quelque chose de bien en échange de son expulsion. Faire paraître son départ noble au lieu de lâche. La gorge de Clara se noua. Elle regarda Ethan, Madame Liang, May qui se tenait le menton levé malgré la haine qui se déversait sur eux. « D'accord, » dit Clara doucement. « Je partirai. »« Clara, non, » commença Ethan. « Je ne laisserai pas des gens se faire blesser à cause de moi. L'école est partie. Si mon départ signifie qu'elle sera reconstruite, alors c'est ce que je ferai. Tu ne peux pas le laisser gagner comme ça. Il a déjà gagné. » Clara se tourna pour faire face directement à Whittaker. « Vous vouliez que je parte dès l'instant où j'ai défendu Anna Liang. Vous avez tout orchestré pour que ce moment arrive. Félicitations. Vous avez prouvé que le pouvoir l'emporte toujours sur les principes. » Quelque chose vacilla sur le visage de Whittaker. De la surprise, peut-être, qu'elle comprenne exactement ce qu'il avait fait. Mais il se reprit rapidement. « Je protège simplement cette ville des influences destructrices, mademoiselle Whitmore. J'espère que vous trouverez la paix où que vous alliez. » La foule commença à se disperser. Le feu était maintenant maîtrisé, réduit à des ruines fumantes. Clara se tenait au milieu de la rue, se sentant vidée. Madame Liang s'approcha lentement. « Tu n'as pas fait ça, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Non. »« Mais tu pars quand même. »
Quel choix ai-je? Ils veulent du sang, le mien, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Au moins, si je pars, vous pourrez garder la blanchisserie. Continuez à construire ce que nous avons commencé. Nous n'avons rien commencé si nous laissons des hommes comme Whitaker le détruire quand ils le veulent. May s'approcha. Ma fille Anna, elle fait des cauchemars depuis l'incendie. Elle n'arrête pas de dire qu'elle doit dire quelque chose à quelqu'un, mais elle a peur. Le cœur de Clara s'arrêta. Dire quoi à quelqu'un? Je ne sais pas, elle ne veut pas le dire. Mais elle était réveillée la nuit dernière quand l'école a brûlé. Sa fenêtre donne dans cette direction. Tout bascula. Où est-elle? Demanda Clara d'urgence. À la maison, cachée sous son lit. Elle ne veut pas sortir. Clara regarda Ethan. Nous devons lui parler. Si Whitaker l'apprend, alors nous agissons vite. Ils coururent jusqu'à la maison des Liang, un petit bâtiment derrière la blanchisserie. Anna était en effet sous le lit, son petit visage strié de larmes. « Anna, dit doucement Clara, s'agenouillant sur le sol, c'est Mademoiselle Whitmore. Tu te souviens de moi? » La fillette hocha la tête en silence. « Ta mère dit que tu as vu quelque chose la nuit dernière, quelque chose à propos de l'école. » Les yeux d'Anna se remplirent de terreur. « J'ai promis de ne pas le dire. Ils ont dit qu'ils feraient du mal à grand-mère si je parlais. » Le sang de Clara se glaça. « Qui a dit ça, ma chérie? » Les hommes qui ont mis le feu. Je les ai vus de ma fenêtre. Ils avaient des torches et des bidons de kérosène. L'un d'eux a levé les yeux et m'a vu regarder. La voix d'Anna tomba à un murmure. Il est venu à la porte après. Il a dit que si je disais quoi que ce soit à qui que ce soit, de mauvaises choses arriveraient à ma famille. « Peux-tu les décrire? » demanda Ethan, sa voix soigneusement contrôlée. L'un était grand avec une cicatrice sur le visage. L'autre était plus petit, il boitait. Il travaille à la mine de M. Whitaker. Je les ai vus faire des livraisons. Clara et Ethan échangèrent un regard. Les hommes de Whitaker, pas des immigrants chinois, pas les partisans de Clara. Whitaker lui-même avait ordonné l'incendie de l'école. « Anna, dit Clara prudemment, dirais-tu au shérif ce que tu as vu? » « Il ne me croira pas. Je ne suis qu'une fille chinoise. » « Et si d'autres personnes avaient vu la même chose? Et si tu n'étais pas le seul témoin? Qui d'autre a vu? C'est ce que nous allons découvrir. » Pendant les 2 heures suivantes, Clara et Ethan se déplacèrent dans Red Ridge comme des fantômes, frappant aux portes, posant des questions discrètes. Et lentement, incroyablement, des témoins émergèrent. Un ouvrier de ranch qui revenait d'une partie de poker tardive et avait vu 2 hommes près de l'école transportant du matériel. Une veuve qui ne pouvait pas dormir et avait regardé de sa fenêtre des silhouettes se déplacer dans l'obscurité. Un mineur qui avait reconnu les hommes comme étant les hommes de main de Whitaker, mais avait eu trop peur pour parler. Aucun d'eux ne s'était manifesté. La peur des représailles de Whitaker les maintenait silencieux. Mais Clara partait de toute façon. Qu'avaient-ils à perdre maintenant? À minuit, ils avaient 6 témoins. Pas assez pour convaincre tout le monde, mais assez pour semer le doute. « Nous apportons ça au shérif, » dit Ethan. « Morrison travaille pour Whitaker. Il l'enterrera. » « Alors nous nous assurons que Whitaker ne peut pas l'enterrer. Nous amenons les témoins au saloon demain matin. Nous les faisons témoigner devant tout le monde. Nous forçons Morrison à agir. » Clara secoua la tête. « Ces gens seront en danger. Whitaker se vengera. Pas si assez de gens se tiennent à leur côté. Pas si toute la ville entend la vérité en même temps. C'est un risque. Tout ce qui vaut la peine d'être fait est un risque. » Ethan attrapa ses mains. « C'est toi qui m'as pris, chemin. Tu as tout risqué pour défendre Anna Liang. Tu as risqué ta réputation pour construire la blanchisserie. Tu as risqué ton cœur pour me donner une chance. Maintenant, c'est au tour de tout le monde de risquer quelque chose pour ce qui est juste. » Clara regarda les visages des gens qui avaient accepté de témoigner. Des gens ordinaires, des gens effrayés, des gens qui pouvaient tout perdre si ça tournait mal. Mais il était là quand même. « Demain matin, dit-elle, aux premières lueurs, nous rassemblons tout le monde dans la rue avant que Whitaker ne sache ce qui se passe. » Ils passèrent le reste de la nuit à se préparer. Ethan se rendit à son ranch et revint avec une 12aine de ses travailleurs les plus fiables. Madame Liang fit passer le mot dans la communauté chinoise. Même le père de Tommy Patterson, le rancher dont Clara avait appris à lire au fils, se présenta avec une expression sombre et un fusil chargé. « J'ai entendu dire que vous preniez position.
dit-il simplement. Je me dis qu'il est grand temps que quelqu'un le fasse. L'aube se leva, froide et claire. Clara se tenait au milieu de la rue principale de Red Ridge, ses témoins rassemblés autour d'elle, face à la foule croissante de citadins curieux. Elle était épuisée, terrifiée, et plus sûre d'elle qu'elle ne l'avait jamais été. Harold Whitaker apparut, flanqué du shérif Morrison et de Silas Pritchard. Il jeta un coup d'œil au rassemblement, et son expression s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est que ça? » demanda-t-il. « La vérité, » dit Clara, sa voix portant à travers la rue, « sur qui a vraiment brûlé l'école. Nous savons déjà qui. Anna Liang, dis à tout le monde ce que tu as vu. » La petite fille s'avança, tremblante, mais sa voix était claire. « J'ai vu 2 hommes mettre le feu à l'école. Des hommes qui travaillent à la mine de M. Whitaker. L'un d'eux a menacé ma grand-mère si je parlais. » Le visage de Whitaker devint pâle, puis rouge. « C'est absurde, l'imagination d'une enfant. »« Je les ai vus aussi, » l'interrompit l'ouvrier de ranch, vers 11h30. J'ai reconnu Tom Blake et Marcus Hall, tous deux sur la liste de paie de Whitaker. Un par un, les témoins parlèrent. Chaque témoignage ajoutait une nouvelle fissure à la façade de droiture de Whitaker. L'humeur de la foule changea. L'incertitude remplaça la colère. Les gens qui avaient été prêts à chasser Clara commencèrent à regarder Whitaker avec suspicion. « C'est une attaque couronne, » dit Whitaker, sa voix s'élevant. « Elle a payé ces gens pour mentir. »« Je n'ai payé personne, » dit froidement Clara. « Mais je me demande, avez-vous payé Tom Blake et Marcus Hall? Suivaient-ils des ordres quand ils ont brûlé l'école? Ou ont-ils agi de leur propre initiative pour vous aider à résoudre un problème? Vous n'avez aucune preuve. Alors demandons-leur. » La voix d'Ethan retentit. « Où sont Blake et Hall ce matin? C'est drôle comme ils sont introuvables. » Morrison s'avança, la main sur son pistolet. « Ça suffit. C'est de la diffamation contre un homme d'affaires respecté. »« C'est le témoignage de plusieurs témoins, » rétorqua Ethan. « Refusez-vous d'enquêter parce que vous avez peur de ce que vous trouverez ou parce que Whitaker vous paye pour regarder ailleurs? » La foule murmura. La main de Morrison quitta son pistolet, l'incertitude traversant son visage. Pour la première fois, il sembla réaliser que protéger Whitaker pourrait lui coûter plus cher qu'il n'y gagnerait. « Je veux que Blake et Hall soient amenés pour interrogatoire !» cria quelqu'un. Clara le reconnut, un marchand qui avait perdu des affaires au profit de la blanchisserie, mais qui avait toujours été juste. S'ils sont innocents, ils peuvent le dire eux-mêmes. « D'accord », appela une autre voix. D'autres se joignirent. L'élan que Clara avait senti monter toute la matinée se cristallisa soudain dans quelque chose d'inarrêtable. Whitaker le vit aussi. Son expression passa de la colère au calcul. « C'est la loi de la foule, » dit-il, essayant de reprendre le contrôle. « Nous ne prenons pas de décisions basées sur des régos et des accusations. Nous avons des procédures, des lois. Des lois que vous contrôlez, » l'interrompit Clara. Des procédures que vous manipulez. Mais vous ne pouvez pas manipuler la vérité, Monsieur Whitaker. Et la vérité, c'est que vous avez brûlé l'école pour me piéger. Vous vouliez tellement que je parte que vous avez détruit la seule chose dont cette ville avait vraiment besoin. Prouvez-le. Je le ferai. Clara sortit un papier plié de sa poche, un reçu de livraison du ranch des Patterson, horodaté et signé. J'étais à 20 miles de la ville quand l'école a brûlé. Plusieurs personnes m'ont vu. Pendant ce temps, vos hommes ont été vus à l'école avec du kérosène et des torches. Alors, soit tout le monde m'en sauve vous, soit vous avez ordonné l'incendie et m'en avez accusé. Le silence fut absolu. Puis quelqu'un au fond de la foule cria. « J'ai vu Blake hier. Il avait des brûlures aux mains. Il a dit que c'était à cause de la forge. Mais si? Et Hall a quitté la ville la nuit dernière, » ajouta une autre voix. Soudainement, sa femme a dit qu'il avait des affaires urgentes ailleurs. Les fissures devinrent des failles. Les failles devinrent des gouffres. Et l'empire de la peur soigneusement construit par Whitaker commença à s'effondrer. « Sheriff Morrison, » dit clairement Ethan, « vous avez un choix. Enquêtez sur cette affaire correctement ou expliquez aux marshals fédéraux pourquoi vous avez refusé alors que vous aviez plusieurs témoins et des suspects en fuite. » Morrison regarda Whitaker, puis la foule, puis de nouveau Whitaker. Clara pouvait voir le calcul se faire. La loyauté envers un employeur contre l'autopréservation. L'autopréservation l'emporta. « Je vais envoyer des adjoints pour trouver Blake et Hall, » dit Morrison à contre-cœur. « Leur poser quelques questions.
Ce n'est pas suffisant, dit Clara. Je veux une enquête formelle. Je veux que chaque témoin soit interrogé et que les opérations de la mine de Whitaker soient examinées pour voir s'il a utilisé les ressources de l'entreprise pour intimider les gens et détruire des biens. Attendez une minute, commença Whitaker. Non, vous attendez. Clara s'approcha de lui assez près pour voir la rage dans ses yeux. Vous avez contrôlé cette ville par la peur et l'argent pendant des années. Vous décidez qui réussit et qui échoue, qui obtient justice et qui se fait écraser. Mais vous avez fait une erreur en vous en prenant à moi, parce que je n'ai pas peur facilement et je n'abandonne pas. De belles paroles de la part de quelqu'un qui était prêt à fuir la nuit dernière. J'étais prêt à fuir pour protéger d'autres personnes, mais ces personnes sont à mes côtés maintenant. Et vous ne pouvez rien nous faire à tous sans révéler exactement quel genre d'homme vous êtes vraiment. Le masque de Whitaker se fissura enfin. Une haine pure traversa son visage. Tu crois que tu as gagné? Siffla-t-il assez bas pour que seule Clara puisse l'entendre. Tu crois que ça change quoi que ce soit? Je possède cette ville. Je possède le shérif, le conseil, les contrats ferroviaires. Tu n'es qu'une enseignante renvoyée sans argent et sans avenir. Et quand ce moment passera, quand les gens se souviendront que la stabilité compte plus que les principes, je serai toujours là et tu ne seras toujours rien. Clara sourit, un vrai sourire, féroce et certain. Peut-être, dit-elle doucement. Mais au moins, je ne serai rien avec une conscience tranquille. Pouvez-vous en dire autant? Elle se tourna pour s'adresser à la foule. Monsieur Whitaker croit que le pouvoir le rend intouchable. Il pense que la peur est plus forte que la vérité. Je dis que nous lui prouvons le contraire. Je dis que nous construisons une ville où les enseignants ne sont pas punis pour avoir défendu des enfants, où les entreprises ne sont pas détruites pour avoir embauché des immigrants, où la justice signifie plus que celui qui peut payer le plus. Joli discours, ricana Whitaker. Mais les discours ne reconstruisent pas les écoles. Non, légitimement, mais les gens le font. Ethan s'avança. Je fais don de terre sur mon ranch pour une nouvelle école. Quiconque veut aider à la construire, venez me voir. Je fournirai le bois à prix coûtant, annonça le marchand qui avait parlé plus tôt. Mes ouvriers aideront à la construction, ajouta le père de Tommy Patterson. D'autres voix se joignirent. Des offres de matériaux, de main-d'œuvre, de temps. La ville qui s'était retournée contre Clara 12 heures plus tôt se ralliait maintenant au principe même que Whitaker avait tenté de détruire. Clara regarda la scène, la gorge serrée par l'émotion. C'est pour ça qu'elle était venue dans l'Ouest. Pas pour enseigner dans un bâtiment, mais pour aider à construire quelque chose en quoi il valait la peine de croire. Whitaker le vit aussi, et pour la première fois depuis que Clara l'avait rencontré, il parut incertain. « Ce n'est pas fini, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Si, dit Clara, c'est fini. » Il partit sans un mot de plus. Morrison et Pritchard le suivirent, bien que Pritchard jeta un regard en arrière, avec quelque chose qui aurait pu être un respect réticent. Quand ils furent une partie, la foule éclata. Les gens entourèrent Clara, lui offrant des félicitations, des excuses pour avoir douté d'elle, des promesses de soutien. C'était écrasant et épuisant, et plus qu'elle n'avait jamais espéré. Ethan la trouva dans le chaos. « Tu l'as fait, dit-il. Nous l'avons fait, Clara. » Elle l'embrassa, là, au milieu de la rue, devant Dieu, Redditch et quiconque voulait regarder. Quand ils se séparèrent, Ethan souriait comme un lever de soleil. « Est-ce que ça veut dire que tu restes? » demanda-t-il. « Ça veut dire que j'ai fini de fuir les gens qui ont besoin de moi et les gens qui ont besoin que je reste. » La célébration dura peut-être 10 minutes avant que la réalité ne s'installe. Clara se tenait au centre d'une foule qui venait de la voir dénoncer Harold Whitaker, le propriétaire de mine le plus puissant du Montana, comme un incendiaire et un menteur. Ils s'étaient ralliés à sa défense. Ils avaient promis d'aider à reconstruire l'école. Mais les promesses faites dans le feu de la colère vertueuse avaient une tendance à s'évaporer quand les gens se souvenaient qu'ils devaient encore vivre dans la même ville que l'homme qu'ils venaient de défier. Clara le vit se produire. Le passage de la solidarité à l'incertitude. Les gens échangeant des regards, se rappelant que Whitaker contrôlait les contrats ferroviaires, qu'il possédait la moitié des bâtiments commerciaux de Redditch, que le défier pouvait faire du bien sur le moment, mais pouvait tout leur coûter demain. « Nous devrions commencer les plans de l'école, dit Ethan, sa voix perçant le silence nerveux.
Mon contremaître de ranch peut arpenter le meilleur emplacement cet après-midi. Personne ne répondit. Le père de Tommy Patterson s'éclaircit la gorge. À propos de ce bois que j'ai offert, je dois vérifier mon inventaire, m'assurer que je peux m'en passer. Bien sûr, dit Clara, le cœur serré. Le marchand qui avait exigé l'enquête sur Whittaker se souvint soudain d'affaires urgentes ailleurs. Les volontaires qui avaient promis leur travail commencèrent à trouver des excuses. En 20 minutes, la foule s'était dispersée, laissant Clara, Ethan, Madame Liang et May debout dans une rue vide. « Ils ont peur, dit doucement May. « Ils devraient l'être, répondit Madame Liang. Whittaker ne pardonne pas l'humiliation publique. »« Alors que faisons-nous » demanda Clara. « Faire comme si ce matin n'avait pas eu lieu? Retourner à l'invisibilité? » « Nous construisons l'école quand même, dit fermement Ethan. Avec ou sans eux? Avec quelles ressources? Tu les as entendus se défiler? J'ai du bois sur mes terres. J'ai des ouvriers. Nous n'avons pas besoin de la permission de la ville pour faire ce qui est juste. Clara voulait le croire, mais elle avait déjà vu ce schéma à Philadelphie lorsque les concurrents de son père s'étaient ligués pour le geler hors du marché du textile. La résistance isolée ne gagnait jamais contre un pouvoir coordonné. « Ce n'est pas assez, dit-elle. Même si nous construisons une école sur ton ranch, Whittaker s'assurera que personne n'y envoie ses enfants. Il la dépeindra comme un avant-poste pour les fauteurs de troubles et les immigrants, et les gens le croiront parce que le croire est plus sûr. Alors que suggères-tu? Je ne sais pas. L'aveu lui fit mal. Je pensais que le dénoncer suffirait. Je pensais que si les gens voyaient la vérité, ils choisiraient la justice plutôt que la peur. Mais je me suis trompé. Ethan attrapa doucement ses épaules. Tu ne t'es pas trompé. Ils ont choisi la justice. Pendant environ 10 minutes, toute cette ville a tenu tête à un tyran. Ce n'est pas rien, Clara. Ce n'est pas assez non plus. Ils retournèrent à la blanchisserie en silence. Madame Liang fit du thé. Ils s'assirent autour de la petite table, l'épuisement s'installant sur eux comme un brouillard. « Nous avons besoin de preuves, dit soudain May. Tout le monde la regarda. Le témoignage ne suffit pas. Les témoins peuvent être intimidés ou achetés. Nous avons besoin de preuves matérielles que Whittaker a ordonné l'incendie. Quelque chose qu'il ne peut ni nier ni expliquer. « Comme quoi? » demanda Clara. « Des registres de paiement, des ordres écrits, quelque chose qui le lie directement à Blake et Hall. Ces hommes sont partis, et même si Morrison les ramène, ils ne témoigneront jamais contre Whittaker. Ils les payent trop bien. Alors, Ellour, nous trouverons un autre moyen. » La voix de May était calme, mais déterminée. Mon défunt mari tenait les livres de la mine de Whittaker avant de mourir. Il disait que Whittaker tenait 2 jeux de registre, un pour les percepteurs d'impôts et un qui montrait les vrais profits. Le vrai registre incluait des paiements pour des activités en dehors des affaires normales. Le cœur de Clara se mit à battre plus vite. Sais-tu où ces registres sont conservés? Dans le bureau de la mine, dans un coffre-fort fermé à clé dans la pièce privée de Whittaker. Nous ne pouvons pas entrer par effraction dans le bureau de Whittaker, dit sèchement Ethan. Ce n'est pas seulement illégal, c'est suicidaire. Alors on le laisse gagner? Rétorqua Clara. Nous avons des témoins qui ont vu ces hommes brûler l'école. Nous savons qu'il a tout orchestré. Mais sans preuve, il s'en sort et nous retournons à la case départ. Sauf que maintenant, tous ceux qui nous ont aidés sont une cible pour sa vengeance. Entrer par effraction dans son bureau ne changera pas ça. Ça lui donnera juste une excuse pour te faire arrêter pour de vrai. Pas si nous trouvons ce que nous cherchons. Ils se disputèrent pendant 1 heure. Ethan insistait sur le fait que c'était trop dangereux. Madame Liang était d'accord, mais Clara sentait une certitude se cristalliser en elle. La même certitude qu'elle avait ressentie en défendant Anna Liang, quand elle était descendue du train, quand elle avait embrassé Ethan devant toute la ville. Certaines batailles ne pouvaient pas être gagnées en jouant la sécurité. « J'y vais ce soir, annonça-t-elle, avec ou sans aide. Clara, il a brûlé l'école pour me détruire. Il terrorise des témoins pour se protéger et il continuera à le faire jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. Si cette personne doit être moi, alors qu'il en soit ainsi. » Ethan la fixa longuement, puis il soupira. « D'accord, mais je viens avec toi. »« Moi aussi, » ajouta May. Madame Liang secoua la tête. « Vous êtes tous fous, mais je suppose que c'est mieux que d'être des lâches. » Ils passèrent l'après-midi à planifier.
May dessina une carte du bureau de la mine d'après les descriptions de son défunt mari. Ethan étudia les horaires des patrouilles. Whitaker employait des gardiens de nuit, mais ils étaient imprévisibles, plus intéressés à rester au chaud qu'à vraiment garder quoi que ce soit. Le coffre-fort est derrière un tablard d'une montagne, dit May. Mon mari s'en plaignait constamment. Il disait que Whitaker pensait être subtil. Sais-tu ouvrir un coffre-fort? Demanda Clara à Ethan. Non, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Il revint 2 heures plus tard avec un homme buriné nommé Jack, qui avait travaillé comme serrurier avant de se tourner vers le travail de ranch. Jack écouta le plan avec une alarme croissante. « Vous voulez que j'ouvre le coffre de Whitaker? » dit-il lentement. « Le même Whitaker qui possède la moitié du Montana et fait tuer des gens pour de l'argent qu'on lui doit? » « C'est une rumeur, dit Ethan. C'est un fait. Mon cousin a disparu après avoir contrarié Whitaker pour une affaire de terrain. Ils ont retrouvé son corps 3 mois plus tard. Le shérif a conclu à un accident. Nous aiderez-vous ou non? Jack regarda Clara. Pourquoi faites-vous ça? Parce que quelqu'un doit le faire. Parce que si nous n'arrêtons pas Whitaker maintenant, il continuera à détruire quiconque menace son contrôle. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Finalement, ce sera tout le monde. C'est très noble et aussi très stupide. Probablement, mais je le fais quand même. Jack soupira. Ma femme va me tuer, mais oui, je vais aider. Ils attendirent jusqu'à minuit. Clara portait des vêtements sombres empruntés à May. Ethan portait un pistolet qu'il jura de ne pas utiliser sauf en cas de nécessité absolue. Jack apporta ses outils enveloppés dans un tissu pour étouffer tout bruit. Le bureau de la mine se trouvait à la lisière de la ville, un bâtiment trapu avec des fenêtres à barreaux et un seul garde faisant des rondes toutes les 30 minutes. Ils observèrent depuis l'ombre son passage, puis se déplacèrent rapidement vers l'entrée arrière. Jack ouvrit la porte en 90 secondes. À l'intérieur, le bureau sentait le tabac et le vieux papier. Ethan alluma une petite lanterne, gardant la lumière faible. La carte de May les mena à la pièce privée de Whitaker. La porte était verrouillée, mais Jack en fit rapidement son affaire. Le tableau était exactement là où May l'avait décrit. Derrière, un coffre-fort en acier avec une serrure à combinaison. Jack s'agenouilla devant, pressant son oreille contre le métal. Clara surveillait la porte, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il résonnait dans tout le bâtiment. « Combien de temps ça va prendre? » murmura Ethan. « Ça pourrait prendre 5 minutes ou 1 heure. Les coffres forts ne sont pas prévisibles. » « Nous n'avons pas 1 heure. » Le garde fait ses rondes. Un clic, puis un autre. Les mains de Jack bougeaient avec une précision exercée. « J'y suis presque, » marmonna-t-il. Clara entendit des pas à l'extérieur. Des bottes lourdes sur le gravier. « Quelqu'un arrive, » siffla-t-elle. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je suis trop près. » Les pas se firent plus forts. Clara se plaqua contre le mur, retenant à peine sa respiration. Ethan éteignit la lanterne, les plongeant dans l'obscurité. La porte d'entrée cliqueta. Quelqu'un essayait de la poigner. Un autre clic du coffre-fort. « J'ai réussi, » souffla Jack. La porte s'ouvrit brusquement. La lumière d'une lanterne inonda la pièce. Harold Whitaker se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué de 2 hommes armés que Clara n'avait jamais vus. Pas Blake et Hall, des remplaçants. « Mademoiselle Whitmore, » dit calmement Whitaker, « effraction, c'est un crime grave. » L'esprit de Clara s'emballa. Ils étaient pris, complètement, indéniablement pris, et Whitaker avait l'air presque satisfait. « Nous cherchions des preuves, » dit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Des preuves de quoi? Que vous avez ordonné à Blake et Hall de brûler l'école. Théorie intéressante. Malheureusement, vous êtes dans mon bureau illégalement, ce qui signifie que tout ce que vous trouvez est irrecevable, même si vous survivez assez longtemps pour le présenter. » La menace était claire. La main d'Ethan se dirigea vers son pistolet, mais l'un des hommes de Whitaker avait déjà un fusil pointé sur sa poitrine. « Ne faites pas Uma, » dit Whitaker. « Je détesterais avoir à expliquer pourquoi j'ai dû vous abattre en légitime défense pendant que vous cambrioliez ma propriété. Toute la ville sait que nous sommes venus ici, » mentit désespérément Clara. « S'il nous arrive quelque chose, toute la ville supposera que vous êtes mort en tentant un crime. Tragique, mais prévisible. » Whitaker s'approcha. « J'ai essayé de vous traiter humainement, mademoiselle Whitmore. Je vous ai donné plusieurs occasions de partir tranquillement,
mais vous avez insisté pour en faire une affaire personnelle. Vous en avez fait une affaire personnelle quand vous avez brûlé l'école. Je n'ai rien brûlé. Blake et Hall ont agi sans ma connaissance ni mon approbation. Des employés trop zélés qui ont mal compris leurs instructions. Tragique, vraiment. Je les ai déjà renvoyés. C'était une couverture parfaite. Une dénégation plausible enveloppée dans un faux regret. Personne ne croira ça, dit Clara. Tout le monde le croira, parce que l'alternative est de croire que le citoyen le plus éminent de Red Ridge est un criminel, et les gens ne veulent pas croire ça. Ça les fait se sentir en danger. Il avait raison. Clara savait qu'il avait raison. Même avec des témoins, même avec des témoignages, l'argent et le pouvoir de Whittaker lui permettraient de remodeler le récit jusqu'à ce qu'il en sorte indemne. Sauf s'il trouvait ce registre. Le coffre est ouvert, dit doucement Jack. Tout le monde le regarda. Il était toujours agenouillé devant le coffre, les mains à l'intérieur. Si vous retirez quoi que ce soit de ce coffre, dit prudemment Whittaker, mes hommes vous abattront tous. Êtes-vous prêts à mourir pour ce qu'il y a là-dedans? Clara regarda Ethan, Jack, les fusils pointés sur eux. Puis elle regarda Whittaker et vit quelque chose qu'elle reconnut. La même peur qu'elle avait vue dans les yeux des femmes de la Société de Philadelphie lorsque son père avait menacé d'exposer leurs indiscrétions financières. La peur que les secrets soient traînés au grand jour. « Oui, dit-elle, je suis prête à mourir pour la vérité. » Elle se jeta sur le coffre. Whittaker cria. Ses hommes levèrent leurs fusils. Ethan plaqua l'un d'eux. La pièce explosa en chaos. Les mains de Clara se refermèrent sur un registre relié en cuir. Elle le sortit juste au moment où quelqu'un l'attrapa par derrière. Elle lança le livre à Jack, qui l'attrapa et courut vers la porte arrière. Un coup de feu explosa dans la petite pièce. Les oreilles de Clara bourdonnaient. Quelqu'un cria, puis Ethan la tira vers la porte, criant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre à travers le bourdonnement. Ils trébuchèrent dans la nuit, Jack devant eux, le registre serré contre sa poitrine. D'autres coupes de feu. Du bois se brisant derrière eux. Ils coururent dans l'obscurité, zigzagant entre les bâtiments. Les poumons de Clara brûlaient. Derrière eux, les hommes de Whittaker criaient, organisant la poursuite. « L'église !» alerte Ethan. « Sonne la cloche !» Clara comprit immédiatement. La cloche de l'église était le signal d'urgence de Red Ridge. Incendie, attaque, catastrophe. Elle réveillerait toute la ville. Ils firent éruption par les portes de l'église. Jack courut vers la corde de la cloche pendant qu'Ethan barricadait l'entrée avec des bancs. Clara chercha des allumettes, allumant toutes les lanternes qu'elle pouvait trouver. La cloche se mit à sonner, profonde, résonnante, impossible à ignorer. En quelques minutes, des lumières apparurent aux fenêtres de Red Ridge. Des portes s'ouvrirent. Des gens sortirent en vêtements de nuit, confus et alarmés. Les hommes de Whittaker atteignirent l'église, mais ils ne forcèrent pas l'entrée. Trop de témoins maintenant. Trop de gens qui regardaient. Le shérif Morrison arriva, l'air affairé. « Que se passe-t-il au nom de Dieu? »« Nous avons la preuve, » dit Clara, sa voix portant à travers la foule qui se rassemblait. La preuve que Harold Whittaker a ordonné l'incendie de l'école. Elle brandit le registre pour lequel Jack avait failli mourir. Non, pas mourir. Jack était vivant, saignant d'une blessure à l'épaule, mais vivant, serrant le livre comme si c'était le salut lui-même. C'est une propriété volée, dit Whittaker, apparaissant au bord de la foule. Il respirait fort, mais sa voix restait contrôlée, prise lors d'une effraction illégale dans mon bureau. « Alors arrêtez-nous, le défia Clara. Ici même, devant tout le monde. Arrêtez-nous pour avoir volé la preuve qui démontre que vous êtes un criminel. » Morrison regarda entre eux, pris dans une position impossible. « Montrez-nous ce qu'il y a dans le livre, » cria quelqu'un. Le marchand de ce matin, celui qui avait offert du bois, puis s'était rétracté. « Ce sont des registres commerciaux privés, » dit rapidement Whittaker. « Des informations confidentielles. »« Alors vous n'avez rien à cacher, » l'interrompit Clara. Elle ouvrit le registre, les mains tremblantes. Les entrées étaient codées, abrégées, difficiles à déchiffrer, mais une entrée se démarquait. 14 décembre, paiement à TB et ménage pour enlèvement structurel et diversion, $200. Tom Blake et Marcus Hall, la date de l'incendie de l'école. Enlèvement structurel, lut Clara à voix haute.
C'est comme ça que vous appelez un incendie criminel? C'est un paiement légitime pour des travaux de démolition sur un vieux bâtiment que je possédais. Rien de sinistre. Quel bâtiment? Je ne me souviens plus sur le moment. Parce qu'il n'existe pas, insista Clara. Vous avez payé Blake et Hall 200 $ la nuit même où l'école a brûlé. La même nuit où des témoins les ont vus avec du kérosène et des torches. La même nuit où ils ont menacé Anna Liang pour la faire taire. Coïncidence, malentendu. Vous déformez des transactions commerciales innocentes. Alors expliquez ceci. Clara tourna les pages, trouvant d'autres entrées. Paiement mensuel au shérif Morrison, étiqueté consultation de sécurité. C'est comme ça qu'on appelle les potes de vin, maintenant. Le visage de Morrison devint blanc. La foule murmurait maintenant, la colère montant. Clara sentit l'élan changer à nouveau. Pas la montée émotionnelle de ce matin, mais quelque chose de plus froid et de plus dangereux. La colère de gens réalisant qu'ils avaient été manipulés. Vous avez contrôlé cette ville par la peur et la corruption, dit Clara, sa voix s'élevant. Vous avez décidé qui réussit et qui échoue. Vous avez utilisé votre argent pour acheter les forces de l'ordre et réduire l'opposition au silence. Et quand une enseignante a osé traiter tous les enfants sur un pied d'égalité, vous avez brûlé l'école et essayé de la blâmer pour ça. C'est de la diffamation. C'est la vérité, et tout le monde ici le sait. Le sang-froid de Whittaker se brisa enfin. Hypocrite moralisatrice, tu es venue à Red Ridge en prétendant être une noble enseignante, mais tu n'es qu'une autre faiseuse de troubles qui ne peut pas accepter que le monde est un ordre naturel. Les gens comme moi maintiennent la civilisation. Les gens comme toi la détruisent avec ton idéalisme naïf. La civilisation? Le rire de Clara était amer. Vous appelez ça la civilisation? Une ville où les enfants se voient refuser l'éducation en fonction de leur origine ethnique, où les propriétaires d'entreprises sont extorqués pour se conformer, où quiconque conteste la corruption est menacé ou chassé. J'appelle ça la réalité. Et la réalité ne se soucie pas de tes jolis principes, mademoiselle Whitmore. Elle récompense les forts et punit les faibles. J'ai construit tout ce que j'ai en comprenant cette simple vérité. Alors regarde à quelle vitesse tu vas le perdre, dit Clara doucement, quand les gens se souviendront qu'ils sont plus nombreux que toi. Le silence qui suivit fut profond. Whittaker regarda les visages qui l'entouraient, des gens qu'il avait contrôlés par la pression économique, l'intimidation, une peur soigneusement entretenue. Et pour la première fois, ce contrôle vacilla. Sheriff Morrison, dit clairement Ethan, vous avez des preuves d'incendie criminel, de corruption et de complot. Allez-vous faire respecter la loi ou allez-vous confirmer que Whittaker vous possède entièrement? Le visage de Morrison passa par une douzaine d'émotions. La peur, la colère, la résignation. Finalement, quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Harold Whittaker, dit-il la voix tremblante, vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel et corruption de fonctionnaires. Whittaker le fixa, véritablement choqué. Vous ne pouvez pas être sérieux. J'en ai assez d'être votre marionnette. Tu es fini dans cette ville, tu comprends ça? Fini. Peut-être, mais au moins je pourrais regarder mes enfants dans des yeux. Les adjoints de Morrison, clairement incertains, mais suivant les ordres, se dirigèrent vers Whittaker. Un instant, Clara pensa qu'il pourrait résister, mais il vit les visages de la foule, vit le registre dans ses mains et comprit que son empire venait de s'effondrer. « Ce n'est pas fini, dit-il alors qu'il l'emmenait. J'ai des avocats, des ressources, vous n'avez rien gagné. Nous avons gagné la vérité, répondit Clara. C'est assez pour l'instant. Alors que Whittaker disparaissait dans la nuit, la foule commença à se disperser. Certaines personnes s'approchèrent de Clara avec des excuses. D'autres évitèrent son regard, honteuses de leur lâcheté antérieure. Quelques-uns, dont le marchand et le père de Tommy Patterson, restèrent. « À propos de cette école, dit le marchand d'un ton bourru, mon offre tient. Du bois à prix coûtant et j'aiderai moi-même à la construction. » « Moi aussi, ajouta Patterson. Mes garçons méritent mieux que ce que nous leur avons donné. D'autres personnes se portèrent de volontaires. De vrais volontaires cette fois, non pas emportés par une droiture momentanée, mais prenant de réels engagements. Ethan tira Clara à part pendant que Jack se faisait panser l'épaule par le médecin de la ville. « Tu as failli nous faire tuer ce soir, dit-il. Je sais.
Tu es entré par effraction dans le bureau de Whittaker sur une simple supposition et tu as presque déclenché une fusillade au milieu de la ville. Je sais. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, ça a marché. Il souriait maintenant. Tu es soit la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, soit la plus folle. Ne puis-je pas être les deux? Il l'embrassa, doucement et tendrement, malgré tout ce qu'il venait de survivre. Je t'aime, dit-il quand ils se séparèrent. J'ai essayé de ne pas le dire parce que ça semblait trop tôt, trop rapide, mais j'ai failli te perdre ce soir et je ne peux plus prétendre que je ne le ressens pas. La gorge de Clara se serra. Je t'aime aussi, même si tu as probablement raison sur la partie folle. Alors, que se passe-t-il maintenant? Elle regarda l'église, les gens encore rassemblés, la ville qui l'avait rejetée, s'était ralliée à elle, l'avait rejetée à nouveau, et était maintenant peut-être enfin prête à construire quelque chose de mieux. Maintenant, nous construisons l'école, dit-elle, celle dont Red Ridge a vraiment besoin. La construction commença 3 jours après l'arrestation de Whittaker. Le contremaître du ranch d'Ethan jalonna l'emplacement sur une parcelle de terrain plat avec un bon drainage et une vue sur les montagnes. Clara regardait les premiers poteaux s'enfoncer dans le sol gelé, son souffle formant des nuages dans l'air de décembre. « Ça arrive vraiment, dit-elle. Madame Liang lui tendit une tasse de café. « Tu pensais que ça n'arriverait pas? Je pensais que les gens perdraient un courage une fois l'excitation retombée, qu'ils recommenceraient à avoir peur. Certains l'ont fait, ceux qui ne sont pas là. » Madame Liang désigna la douzaine d'ouvriers qui transportaient déjà du bois. Mais ces gens-là, ils ne travaillent pas par excitation. Ils travaillent parce qu'ils voient enfin ce qui est possible. Le travail était brutal. L'hiver rendait chaque tâche 2 fois plus difficile. Le sol résistait aux pelles. Le bois se fissurait dans le froid. Des hommes qui avaient promis d'aider se présentèrent un jour ou deux, puis disparurent pour retourner à leur vie normale. Mais d'autres restèrent. Le père de Tommy Patterson travaillait chaque matin avant de se rendre à son ranch. Le marchand fournissait des matériaux et aidait à la charpenterie. Même Jack, qui se remettait encore de sa blessure à l'épaule, apparut pour superviser les travaux de fondation. « Tu m'as sauvé la vie dans le bureau de Whittaker, » dit-il à Clara. « Le moins que je puisse faire est de t'aider à construire quelque chose qui vaille la peine d'être vécu. » 2 semaines après le début de la construction, le shérif Morrison vint sur le site. Il paraissait plus vieux que dans le souvenir de Clara, comme si l'arrestation de Whittaker l'avait vieilli de 10 ans du jour au lendemain. « Mademoiselle Whitmore, dit-il, chapeau à la main, pourrions-nous parler? » Ils s'éloignèrent du bruit du chantier. Morrison donna un coup de pied dans la terre gelée, clairement mal à l'aise. « Je voulais m'excuser, dit-il finalement, pour tout, pour avoir fermé les yeux quand Whittaker menaçait des gens, pour avoir failli vous arrêter alors que je savais que vous étiez innocente, pour avoir été le genre d'homme de loi que cette ville méritait de perdre. Vous avez arrêté Whittaker à la fin, il a fallu du courage. Il a fallu de la honte. Il y a une différence, homme. » Il la regarda directement. « Je suis shérif depuis 12 ans. Pendant ce temps, j'ai laissé Whittaker me contrôler parce que c'était plus facile que de le combattre, plus sûr, plus rentable. Et je me disais que c'était bien parce qu'il laissait la plupart des gens ordinaires tranquilles. Mais il ne le faisait pas. Non, il les contrôlait de manière qu'ils ne reconnaissaient même pas, et je l'ai aidé à le faire. » La voix de Morrison se brisa. « Ma fille m'a demandé la semaine dernière si j'étais un bon shérif. Elle a 8 ans et je n'ai pas pu lui répondre. » Clara ressentit une sympathie inattendue. « Que ferez-vous maintenant? »« Mon travail, la vraie version. Les avocats de Whittaker essaient de le faire libérer sous caution. Je m'y oppose. Des marshals fédéraux viennent la semaine prochaine pour enquêter sur ces opérations minières. Il s'avère qu'il y a des preuves de fraude au-delà de l'incendie criminel. Et je travaille avec le conseil municipal pour réformer la manière dont nous traitons les plaintes pour corruption. C'est bien. Ce n'est pas assez, mais c'est un début. » Morrison remit son chapeau. « L'école que vous construisez, quand elle sera finie, j'aimerais que ma fille y aille, si vous l'acceptez. Chaque enfant est le bienvenu, shérif. C'est tout l'intérêt. » Il hocha la tête et s'éloigna, laissant Clara avec la étrange prise de conscience que la chute de Whittaker avait libéré plus qu'elle seule. Elle avait libéré tous ceux qui l'avaient contrôlée. À Noël, la charpente de l'école était terminée. Elle était plus grande que l'ancien bâtiment.
Ethan avait insisté sur la nécessité d'un espace pour la croissance. Clara se promena à travers le squelette des murs, imaginant des pupitres, des livres et des enfants apprenant sans crainte d'être jugés sur leur nom de famille. « Tu as l'air heureuse, » dit Ethan, apparaissant avec 2 tasses de cidre. « Je le suis. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment l'impression que nous construisons quelque chose qui durera. » À ce propos, la voix d'Ethan changea, devint plus sérieuse. « Je dois te dire quelque chose à propos de l'école. » L'estomac de Clara se noua. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien ne va mal, mais j'ai réfléchi. Ce bâtiment est plus qu'un simple remplacement de ce qui a brûlé. Nous avons de la place pour 60 élèves. Nous recevons des dons des camps miniers et des ranchs de tout le territoire. Les gens prêtent attention à ce que nous faisons ici. Et je pense que tu devrais en faire plus qu'une simple école. En faire une académie, une véritable institution où les enfants de partout peuvent venir apprendre. Les familles de ranchers, les familles d'immigrants, quiconque veut une éducation au lieu d'un simple travail. » Clara le dévisagea. « C'est ambitieux. »« Tu es ambitieuse. Tu l'as toujours été. Le conseil scolaire t'a renvoyé pour avoir enseigné à tous les enfants sur un pied d'égalité. Alors construis un endroit où c'est le fondement au lieu de la controverse. » L'idée prit racine immédiatement. Pas seulement une école de remplacement, mais quelque chose de plus grand. Une déclaration que l'éducation appartenait à tout le monde, pas seulement aux familles que les hommes puissants jugeaient indignes. « Ce serait cher, » dit lentement Clara. « Nous aurions besoin de plus d'enseignants, de plus de livres, de logements pour les élèves qui vivent trop loin pour faire le trajet. Je peux aider avec les coûts. Le ranch est assez rentable maintenant pour soutenir quelque chose comme ça. Je ne veux pas de ta charité, Ethan. » « Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans le genre d'avenir dans lequel je veux vivre. » Il lui prit la main. « Tu m'as changé, Clara. Avant que tu n'arrives à Red Ridge, je construisais un ranch prospère. C'était suffisant. Mais tu m'as montré ce que signifie construire quelque chose qui compte vraiment. Une communauté où les gens sont jugés sur qui ils sont, pas d'où ils viennent. Je veux t'aider à créer ça. » La gorge de Clara se serra. « Je ne te mérite pas. » « Si tu me mérites, tu ne le crois juste pas encore. » Ils présentèrent le projet d'académie au conseil municipal en janvier. L'accueil fut mitigé. Certains membres du conseil, ceux qui avaient soutenu Whitaker, s'y opposèrent catégoriquement. D'autres s'inquiétaient des coûts et de la faisabilité. Mais la nouvelle présidente du conseil, une rancher nommée Margaret Wells, qui avait été élue après l'arrestation de Whitaker, écouta attentivement. « Cette académie, dit-elle lorsque Clara eut fini de présenter, accepterait tout élève qui veut apprendre. Tout élève prêt à travailler dur et à traiter les autres avec respect. Oui, y compris les enfants chinois, les enfants mexicains, les enfants dont les parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Surtout ces enfants. Nous facturerons des frais de scolarité aux familles qui peuvent se le permettre et utiliserons cela pour subventionner les élèves qui ne le peuvent pas. C'est radical, mademoiselle Whitmore. Enseigner aux garçons et aux filles dans la même salle de classe l'était aussi, mais ça a fonctionné. » Wells sourit. « En effet, ma fille parle encore des 3 mois où vous lui avez enseigné avant que le conseil scolaire ne vous renvoie. Elle a plus appris pendant cette période que toute l'année précédente. Merci, mais le conseil approuve votre académie à une condition. » Le cœur de Clara bondit. « Quelle condition? » « Que vous la dirigiez. Pas comme une enseignante temporaire, mais comme directrice permanente. Nous voulons quelqu'un qui se battra pour ses principes quand le prochain Harold Whitaker se présentera, parce qu'il y en a toujours un prochain. » La responsabilité semblait énorme, mais Clara s'entendit dire « J'accepte. » L'académie ouvrit en mars avec 3 mois de retard, mais mieux construite que l'école d'origine ne l'avait jamais été. 32 élèves s'inscrivirent la première semaine. En avril, ce nombre avait doublé. Clara embaucha 2 enseignants supplémentaires, une jeune femme de Boston venue chercher l'aventure dans l'Ouest et un ancien mineur qui avait appris le latin et les mathématiques par lui-même pendant les longs hivers. Ensemble, ils créèrent un programme qui mettait au défi chaque élève de manière égale. Anna Liang s'épanouit, tout comme Bobby Pritchard, qui se révéla brillant en mathématiques une fois que quelqu'un attendit de lui l'excellence au lieu de la simple conformité. Tommy Patterson commença à lire Shakespeare. La fille d'un rancher découvrit qu'elle avait un don pour les sciences,
Et Clara découvrit que construire quelque chose était infiniment plus satisfaisant que de se battre contre ce que d'autres avaient construit. Mais la satisfaction ne signifiait pas que tout était parfait. Le procès de Whittaker traîna tout le printemps. Ses avocats étaient chers et compétents. Ils soutinrent que le registre était une preuve irrecevable obtenue par des moyens illégaux. Ils affirmèrent que Blake et Hall avaient agi de manière indépendante. Ils dépeignirent Whittaker comme une victime de personnes ambitieuses essayant de détruire un homme d'affaires respecté. Ils pourraient gagner, dit Morrison à Clara fin avril. Le juge est sympathique aux arguments de Whittaker sur l'effraction. Donc, il brûle une école, terrorise des témoins et s'en sort indemne parce que nous l'avons dénoncé de la mauvaise manière? Bienvenue dans la justice, elle n'est pas toujours juste. Clara avait envie de crier, mais elle avait appris quelque chose au cours des 6 derniers mois. On ne pouvait pas contrôler les résultats, seulement les actions. Elle avait fait ce qui était juste. Si la loi échouait, c'était l'échec de la loi, pas le sien. Le verdict tomba en mai. Coupable de corruption et de corruption de fonctionnaires. Non coupable d'incendie criminel en raison de preuves admissibles insuffisantes. Whittaker reçut 5 ans de prison territoriale. Pas assez pour ce qu'il avait fait, mais assez pour détruire son empire. Sa mine fut vendue pour payer des frais de justice. Ses propriétés furent vendues aux enchères. Son influence s'évapora comme le givre du matin et Red Ridge avança sans lui. Par une chaude soirée de fin mai, Ethan trouva Clara assise près de la source qui alimentait le ruisseau traversant son ranch. Elle venait souvent ici maintenant, trouvant la paix dans le bruit de l'eau courante et le vaste ciel du Montana. « Journée chargée à l'académie ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Anna Liang a fait une présentation sur la poésie chinoise. Elle a traduit 3 poèmes de mémoire et a expliqué leur contexte historique. Bobby Pritchard a demandé s'il pouvait apprendre le chinois pour pouvoir les lire dans la langue originale. Bobby Pritchard, le même garçon qui a insulté Anna il y a 8 mois, les gens peuvent changer quand on leur donne une raison de le faire. Comme tu m'as donné une raison de changer. Clara sourit. Tu n'avais pas besoin de changer. Tu avais juste besoin que quelqu'un voie qui tu étais déjà. Ethan fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Le cœur de Clara s'arrêta. J'avais préparé tout un discours, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler un simple anneau en or. Mais chaque version sonnait faux. Trop fleuri ou trop désinvolte ou trop quelque chose. Alors je vais juste dire ce que je ressens. Ethan, je suis tombé amoureux de toi la nuit où tu es descendu de ce train. La nuit où tu as choisi l'avenir incertain plutôt que le passé sûr. Chaque jour depuis, tu as prouvé que tu es plus courageuse, plus intelligente et plus têtue que quiconque j'ai jamais rencontré. Tu as changé cette ville. Tu m'as changé. Et je veux passer le reste de ma vie à te regarder changer le monde, un rêve impossible à la fois. Les yeux de Clara brûlaient de larmes. Si tu avais pris ce train en octobre dernier, continua Ethan, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux, rien de tout cela n'existerait. L'Académie n'enseignerait pas à 64 élèves de 7 pays différents. Anna Liang serait toujours terrifiée de parler. Bobby Pritchard serait toujours un tyran au lieu d'un érudit. Red Ridge serait toujours contrôlé par celui qui a le plus d'argent et le moins de scrupules. Tu me donnes trop de crédit. Je te donne exactement le crédit que tu as mérité. Tu n'as pas sauvé cette ville, Clara, mais tu lui as donné la permission de se sauver elle-même. Et je veux que tu me donnes la permission de me tenir à tes côtés pour toutes les choses impossibles que tu vas faire ensuite. Il tendit la bague. « Veux-tu m'épouser? » Clara regarda l'homme qui avait attrapé son poignet sur un quai de gare et demandé une chance. L'homme qui s'était tenu à ses côtés contre Whittaker quand tout le monde avait reculé. L'homme qui avait cru en sa vision même quand elle en doutait elle-même. « Oui, dit-elle. Oui, absolument, oui. » Il lui glissa la bague au doigt et ils s'assirent ensemble près de la source alors que le soleil se couchait sur les montagnes que Clara appelait maintenant sa maison. Ils se marièrent en juin dans le bâtiment de l'Académie pour lequel ils s'étaient tant battus. La moitié du territoire semblait y assister. Madame Liang et May firent la robe de Clara. Anna Liang lut un poème sur les nouveaux départs. Même le shérif Morrison vint, amenant sa fille, qui était maintenant l'une des meilleures élèves de Clara. « Tu es magnifique, » dit Ethan en la voyant. « J'ai l'air terrifié. »« Ça aussi, mais surtout magnifique. » La cérémonie fut simple, la célébration ne le fut pas.
Toute la ville se présenta, apportant de la nourriture, de la musique et une joie qui semblait gagnée par la lutte. Clara dansa avec Ethan sous des lanternes suspendues entre des arbres, entourée de gens qui étaient devenus une famille d'une manière que ses parents de sang n'avaient jamais été. Heureuse? Demanda Ethan, alors qu'il se balançait au son du violon. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible. Bien, parce que j'ai une autre surprise pour toi. Je ne sais pas si je peux supporter d'autres surprises. Il l'emmena loin de la fête, vers un chariot chargé de provisions. J'ai acheté des terres, des parcelles entourant l'académie, assez pour créer une vraie communauté, des maisons pour les enseignants et les familles, une bibliothèque de prêt, peut-être un jour un hôpital. Clara le dévisagea. Ça a dû coûter tout ce que je pouvais épargner. Et ça en vaut la peine. Nous ne construisons pas seulement une école, Clara. Nous construisons le genre d'endroit où les gens viennent au lieu de partir. Le genre d'endroit où qui tu es compte plus que qui étaient tes parents. Nous construisons un rêve. Nous construisons un avenir. Il y a une différence. Un an après que Clara eut failli prendre le train pour retourner à Philadelphie, elle se tenait devant l'académie le premier jour d'une nouvelle année scolaire. 83 élèves passèrent devant elle pour entrer dans des salles de classe où ils seraient mis au défi, respectés et où on leur apprendrait à se voir comme des égaux. Anna Liang commençait sa deuxième année et aidait déjà à enseigner aux plus jeunes. Bobby Pritchard avait convaincu son père d'embaucher des travailleurs immigrés à des salaires équitables. Tommy Patterson écrivait une poésie qui faisait pleurer Clara par sa sincérité brute. Et Clara elle-même s'était transformée d'une enseignante renvoyée sans nulle part où aller en une directrice, construisant une institution qui leur survivrait à tous. Ethan la rejoignit sur les marches, sa main trouvant la sienne automatiquement. « Tu penses à ce train? » demanda-t-il. « Toujours. J'y pense tous les jours. »« Des regrets? » »« Pas un ça, pas un seul. Je pense à quel point j'ai été proche d'abandonner. À quel point il aurait été facile de monter dans ce train et de me convaincre que Red Ridge ne valait pas la peine de se battre, que je ne valais pas la peine de me battre. Mais tu ne l'as pas fait. Non, parce que tu as attrapé mon poignet et demandé une chance, et j'ai été assez courageuse ou assez folle pour te la donner. La meilleure décision que tu aies jamais prise? Clara regarda l'académie, les élèves disparaissant dans les salles de classe, la communauté qu'ils avaient construite à partir de rien d'autre que de la détermination et d'un espoir têtu. Elle regarda la bague à son doigt, l'homme à ses côtés et le vaste ciel du Montana qui ne lui semblait plus étranger. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit-elle, a été de choisir l'avenir incertain plutôt que le passé sûr. De choisir de croire qu'une seule personne se dressant contre l'injustice pouvait réellement faire une différence. De te choisir, toi, cette ville, et ce rêve impossible de construire quelque chose de mieux. Ethan la serra contre lui. « Et regarde ce que tu as construit. »« Ce que nous avons construit, » corrigea Clara. « Rien de tout cela n'était juste moi. Peut-être, mais c'est toi qui as refusé de monter dans ce train. C'est toi qui as transformé une chance en une vie entière. » La cloche de l'école sonna, appelant les élèves à leur première leçon. Clara embrassa son mari une fois, rapidement, puis se dirigea à l'intérieur pour enseigner aux enfants qui hériteraient du monde qu'ils étaient en train de créer. Elle était venue dans l'Ouest en tant qu'enseignante renvoyée avec rien d'autre que des principes et de la détermination. Elle avait été rejetée, humiliée, presque chassée par la peur et la corruption. Elle s'était tenue sur un quai de gare avec un billet de retour vers la sécurité et toutes les raisons de l'utiliser. Mais Clara Whitmore n'avait jamais été douée pour prendre le chemin facile. Elle avait saisi la chance qu'un cow-boy lui avait offerte sur un quai de guerre, et elle l'avait transformée en une académie, une communauté, un mariage et un avenir en lequel il valait la peine de croire. La femme qui avait failli quitter Red Ridge devint la femme qui aida à la transformer en quelque chose pour lequel il valait la peine de rester. Et ce faisant, elle avait prouvé que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de refuser de monter dans le train qui vous emmène loin de la vie que vous êtes censé vivre.